va commencer, donc dans quelques secondes. Je vais vous demander, c'est la première, hein, de me dire votre prénom, votre nom, votre date et votre lieu de naissance. Je peux maintenant? Oui. Je m'appelle Maurice Aubray-Jean. Deuxième prénom Marcel, troisième prénom David, né le 28 novembre 1924 à Paris 12e. Alors, une chose qui m'intéresse pour commencer, dès tout de suite, serait de connaître vos origines familiales. Hein. Que faisaient vos parents dans la vie, vos grands-parents? D'où étaient-ils? Oui. Mon père était né en Roumanie, très exactement à Bessarabie, qui est une région de la Roumanie très disputée entre la Roumanie et l'URSS. Et au moment où mon père est né, c'était la Roumanie. Donc un père roumain, ma mère était polonaise, mais le papa de ma mère était anglais. C'est une vraie Macédoine. Et après la Première Guerre mondiale, mes parents, ayant assez de voir ce qui se passait dans l'Est, les pogroms, tout, en plus des guerres, des crises économiques, avaient décidé chacun de leur côté, avec leur famille, d'émigrer en France, terre de liberté, liberté, égalité, fraternité. Donc sont arrivés environ vers les 1920 à Paris. Ils se sont rencontrés et lors de leur rencontre, il en est résulté qu'ils se sont mariés et qu'il y eut 4 enfants dont je suis l'aîné. Et donc moi, Maurice Aubray-Jean, je peux dire que mon second, Albert, avait à peu près 4 ans de moins, le troisième avait encore une fois 4 ans de moins et ma toute petite sœur avait 5 ans. Avait 5 ans, là c'est l'âge que je donne au moment où nous avons été arrêtés et déportés. Vos grands-parents, est-ce que vous saviez ce que faisaient vos grands-parents, du côté roumain comme du côté polonais? Oui. Alors du côté roumain, mes grands-parents tenaient une alimentation marchand de bestiaux. Très bizarre, mais enfin c'est comme ça. Et du côté donc de ma mère, ses parents tenaient en Pologne, étaient commerçants, ils étaient propriétaires d'un centre commercial à Lodz, L-O-D-Z, Pologne. Vos parents, donc, ce qu'ils vous ont dit des conditions de leur immigration, c'était lié, vous m'avez dit, au pogrom, c'était... Oui. La mauvaise vie qu'il y avait dans l'Est, le mauvais climat et tout ce qui en découlait. J'avais décidé quand même, après la guerre, de chercher un temps meilleur. Et ils ne se connaissaient pas au moment de l'émigration. Hein. Ah non, pas du tout. C'est après X temps qu'ils ont eu l'occasion de faire connaissance. Et en a résulté le mariage, les enfants, et voilà. Ils ont fait connaissance à Paris. Oui. Ouais. Vous viviez dans quel quartier, alors, monsieur Aubray-Jean? Alors, mes parents habitaient dans le troisième, mais je ne me souviens pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai quitté cet endroit-là à l'âge de 4 ans, l'air de Paris ne me convenant pas, j'avais décidé d'habiter à Nogent-sur-Marne. Et là, à Nogent-sur-Marne, j'habitais au 61, boulevard de Strasbourg, évidemment, avec mes parents. Et que faisaient vos parents dans la vie? Alors mes parents étaient commerçants, c'est-à-dire que ma mère aidait mon père, mais elle s'occupait surtout donc de la maison, parce que comme il y avait 4 enfants, et mon père était marchand de bas, de chaussettes, de bonneterie sur les marchés. Parce que mes parents étaient très riches, ils avaient une voiture, oui. Ils avaient une voiture, c'est lui qui tirait et moi je poussais. C'est-à-dire qu'en 2 mots très courts, dès l'âge de 9 ans, j'ai eu l'autorisation du directeur de l'école de m'absenter une journée pour aider mon père pour le marché principal. Et ensuite, il s'est passé la chose suivante, c'est qu'à l'âge de 12 ans, mon père m'a dit « Écoute fils, maintenant, je voudrais, comme tu arrives à maturité, et je voudrais que tu diriges une profession qui est autre que la nôtre, qui était une profession dure. Alors, que veux-tu faire? Quel est ton espoir? Que veux-tu ?» Je dis « Écoute papa, voilà... on vient de lancer la TSF, c'est une chose extraordinaire, le monde entier dans l'oreille. Moi, j'aimerais être technicien radio. » Ah ben, fils, il n'y a pas de problème. Dès demain, je vais te faire inscrire. Et dans la nuit, j'ai réfléchi, comme ma mère a été très souvent malade.
Le lendemain matin, j'ai dit à mon père, papa, tu m'inscriras pas parce que je suis l'aîné de la famille et c'est à moi de t'aider. Je vais devenir soutien de famille, ce qui fait que j'ai brisé donc cette carrière qui est prometteuse pour aider mon père. Comment vous décririez justement cette famille? Est-ce que c'est une famille unie? Quelle est l'atmosphère dans la famille? Alors nous étions une famille très riche en un sens, très riche en amour, très soudés l'un à l'autre, une vie extraordinaire, mais en définitive, et financièrement parlant, c'était moins important, disons que nous étions pauvres. Voilà, mais issus quand même d'une famille où presque tous étaient très riches. Les seuls qui étaient pauvres, c'était nous, mais nous étions tellement heureux. Dans l'émigration en France, disons, vos parents avaient-ils de la famille en dehors de... Oui, mon père avait sa sœur à Anvers, que j'ai retrouvée en rentrant d'Allemagne. C'était encore un autre drame. Et ma mère est arrivée en France avec sa maman et puis sa sœur. Donc vous avez connu deux tantes, Oui. du côté maternel et du côté paternel, Oui. et votre grand-mère maternelle. Voilà. Et votre grand-mère maternelle, elle vivait avec vous à la Non, maison, non? elle vivait comme elle avait son frère qui habitait la France depuis très longtemps. Elle allait, et puis elle avait de la famille aussi, que j'ai connue, mais la famille éloignée. Elle allait chez les uns, chez les autres, et puis bien souvent chez nous. Au fond, si j'ai bien compris, aussi du côté maternel, est-ce qu'il avait décidé, ce qui avait opté en faveur du choix de la France, c'était aussi qu'il y avait déjà de la famille Oui. De son côté. Ça leur a ouvert les idées, et comme ils ont appris que la France est un pays où on pouvait vivre heureux, ils leur disent, écoutez, au lieu de continuer comme ça, avoir une mauvaise vie, venez donc en France. Et c'est suite à quoi ils ont pris la décision de venir rejoindre la famille. Oui, ils sont pas arrivés tout seuls avec un petit baluchon à l'aventure, mais enfin quand même, ils ont fallu quand même se construire leur foyer, tout ce qu'on a découlé, parce que ça, c'est encore une autre paire de manches. Et vous, et l'école, comment ça se passait? Qu'est-ce qui vous plaisait le plus à l'école? Moi, tout. J'ai toujours été un bon élève, je dois vous dire. Je suis très curieux dans la vie. Je m'intéresse à tout. Malgré comment dirais-je, la journée que je devais passer à aider mon père à faire son commerce, il me manquait de l'instruction dans la semaine aussi, pour les devoirs et tout ce qui en découlait, mais n'empêche, j'ai toujours été dans les 5 premiers. Non, mais moi je m'intéressais à tout sans faire de problème. Non, je suis très curieux, j'aime la vie. Et les langues, vous appreniez les langues à ce moment-là? Ah non, c'était trop tôt. À ce moment-là, c'était encore trop tôt. Maintenant, on apprend les langues beaucoup plus tôt que fut un temps. Moi, déjà à 12 ans, croyez-moi, c'était déjà quelque chose. C'est rien de comparable. Parce que le certificat d'études, admettons, que j'ai eu, bien entendu, est peut-être comparable au bac de maintenant. Or non, c'était une autre époque. Quelle langue parlait-on à la maison alors? Eh bien, le français, tout simplement. Le français. Oui, le français. Alors, quand de temps à autre, il y avait des amis israélites, bien sûr, il leur arrivait de parler le yiddish. Mais à la maison, mes parents ne parlaient pas le yiddish. Et moi, personnellement, j'ai appris le yiddish en arrivant en camp de concentration. J'ai appris ça par mes camarades polonais. D'ailleurs, qu'ils nous ont très mal reçus. Ça, c'est notre paire de manches. On en parlera. Oui. Une question concerne les fêtes, en fait. Quelles étaient les fêtes principales dans la famille? Les moments où on se réunissait, les moments de célébration ou de recueillement? Oui, parce qu'il y a les fêtes F-E-T-E-S et les fêtes F-A-I-T-S. Les fêtes, mes parents étaient pratiquants, mais pas fanatiques. Enfin, ils se préparaient, mettons, moi, ce qui marquait le plus, c'était les Pâques. Bon, tout le préparatif, le cérémonial et tout ce qui en découlait, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui m'a le plus frappé de toutes les fêtes religieuses, oui. Bon, il y a le jour du pardon, mais enfin, ça, je ne vais pas remémorer toutes les fêtes juives. Mais enfin, pour moi, personnellement, c'était Pâques. Donc vous décririez l'environnement religieux de votre famille comme un judaïsme traditionnel en quelque sorte? Traditionnel, mais pas fanatique. Ouais. Oui. Bon, nous étions juifs, nous pratiquions une vie juive, mais enfin, sans plus, mais pas en moins. Et même encore à l'heure actuelle, j'ai 80 ans, j'ai une vie très chargée, je suis à mon 3e mariage. Premier mariage, c'était une erreur. Bon, on n'en parle plus. Le deuxième, j'ai perdu mon épouse après
48 années de vie merveilleuse. Bon, elle est décédée par un cancer. Hein. Et là, je viens de refaire ma vie. Je me suis remis à 80 ans. Et je dois vous dire que, bon... nous vivons toujours au maximum, mais où je veux en venir, je rencontre encore des gens qui ont l'esprit encore déformé par certaines optiques de la politique, au point de vue juif, ils mélangent la religion juive avec l'antisémitisme, et ils nous mélangent Israël maintenant avec l'Holocauste et tout ce qui en découle. Et ben, je fais mon travail pour chercher à rétablir la vérité et à faire comprendre aux gens que à faire comprendre la vérité de la vie et non pas les racontards. Ben justement, vous prononcez un mot, le mot antisémitisme, et j'aimerais savoir si dans cette enfance, pour rester encore un peu dans le monde de l'enfance, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire à votre sujet, on va y venir là aussi, ce mot antisémitisme, ou le fait de l'antisémitisme, est-ce que vous côtoyez ça quand vous êtes enfant, à cette époque de votre vie ? Bon, alors je vais vous donner quelques petits exemples. Je me trouvais à un moment donné au marché avec mes parents à Meaux, parce que nous allions dans différentes villes par le train. Et à un moment donné, il y a eu une tempête de vent, la bâche s'est écroulée, et bon, nous avons été très légèrement blessés, peu importe, mais le lendemain, dans le journal local, les Juifs aubrégents ont été blessés par la tempête. J'ai été choqué. Les Juifs aubrégents, la tempête n'a pas blessé spécifiquement un Juif ni un chrétien, a fait des victimes, point. Bon, je n'ai pas du tout aimé. Bon, au moment, admettons, en 1940, mes parents ont décidé donc de faire l'évacuation au moment où la France était envahie. Et d'ailleurs, c'est mon uniforme d'éclaireur israélite de France qui m'a servi à avoir les billets. J'ai fait ce qu'il fallait parce que nous sommes partis par le dernier train. Enfin, ça, c'est encore une autre histoire. Mais pour revenir donc au point de vue antisémitisme, c'est plutôt primaire qu'autre chose. C'est un tout petit fait. J'avais un petit jeune qui avait 15 ans. Oui, vous, les Juifs de Paris, vous arrivez ici pour profiter de nous, ceci, cela. Il n'a pas eu le temps de terminer. Il s'est retrouvé étendu par terre, KO. Je suis revenu avec la maison, avec le poing, j'ai encore la cicatrice, pour vous dire, oui, et puis des tas de jalousies, de gens surtout qui sont envieux, qui ne peuvent pas comprendre que dans la vie, il faut travailler pour avoir de l'argent. Ils envient toujours ceux qui ont de l'argent, mais ils ne s'occupent pas comment qu'ils ont fait pour l'obtenir. Parce que quand vous voyez des gens qui regardent la pendule en disant, ah ben moi, maintenant, je veux pas faire de la politique, je fais mon temps et puis c'est terminé, ceux-là n'arriveront jamais. Non, si on veut gagner de l'argent, faut travailler, mais surtout beaucoup avec la tête. Ben, là aussi, vous prononcez un mot, le mot de politique. Au sens très large, hein, je vais vous poser cette question. Dans votre famille, dans votre enfance, autant qu'ils vous en souviennent, est-ce qu'on est militant? Quelle vision du monde on a? Est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans le monde? Est-ce qu'il y a un militantisme? Ben, écoutez, je vais vous dire, je présume que mon père devait être socialiste. Et il m'envoyait chercher le journal bien souvent. Ça se vendait dehors, c'était devant un commerce. J'avais une pièce de Ponce Napoléon III. Je me souviens, c'était quelques centimes, je ne sais plus combien que c'était. Et je lui ramenais le journal. Et à cette occasion-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai suis très curieux. Et nous parlions. Alors mes souvenirs, je me souviens, admettons, que les Italiens avaient envahi l'Érythrée. Après, le temps a passé. Et puis la montée du nazisme. J'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt parce que je suis curieux. Et jusqu'à ma mort, je serai curieux. Je le vivais. Et je réfléchissais, non pas comme un enfant, mais comme un adulte. Parce que j'avais, je sais pas, c'est peut-être à cause du passé, peut-être parce qu'en israélite, on est plus touché par les sensibilités de la vie, parce que bien souvent on a des ennuis à cause de notre religion. Et pourquoi d'ailleurs? Mais enfin, ça c'est encore autre chose. Et voilà ce qui peut-être expliquer donc ma sensibilité, ma soif de connaître. C'est-à-dire que l'enfant de 9 ans que vous êtes se souvient de janvier 1933 et de l'accession au pouvoir des nazis. Absolument. Absolument. Et ça, vous en parlez avec votre famille, votre père? Ah oui. Et est-ce que dans votre famille, à ce moment-là, on a la sensation de quelque chose qui
peut un jour toucher à votre destin, à votre vie. Oui. Mes parents nous disaient, enfin c'est plutôt à moi parce que les autres étaient vraiment petits, nous sommes venus en France pour fuir toutes les mauvaises choses et maintenant avec l'arrivée de Hitler, pourvu que ça continue pas sur la mauvaise lancée parce que nous avons bien peur qu'il arrive encore de graves problèmes. Si, j'étais très conscient. Vous vous souvenez, là vous avez une dizaine d'années, Oui. des émeutes du 6 février 1934 ? Oui. Oui, à Paris, oui, bien sûr. Oui, je me souviens. Absolument, oui. Ça, vous l'avez vu dans les journaux ou bien vous étiez dans Paris? Ah ben non, moi j'habitais à Nogent-sur-Marne à ce moment-là. Non, mais moi je l'ai entendu dire, je l'ai vu dans les journaux. C'est des événements qui ont commencé à marquer la France au point de vue politique. Mais il y a eu aussi la montée donc du Front populaire, qui était une bonne chose au point de vue donc congés payés et puis les 40 heures, tout ce qu'on a découlé. Mais il y avait en contrepartie aussi, mes parents parlaient, et puis au point de vue politique, ils ont un peu discuté aussi, au point de vue du parti, qu'il fallait faire attention parce que pendant que nous ici on voulait du beurre, de l'autre côté on construisait des armes. Il y avait un dysfonctionnement extraordinaire entre la France et les autres pays et l'Allemagne. Ils n'étaient pas conscients. Est-ce que vous étiez membre d'organisations de jeunesse? Tout à l'heure, vous Oui. avez mentionné les éclaireurs. Hein. Éclaireurs évangéliques de France, oui. Oui, absolument, j'étais de bonne heure. C'était- Jusqu'à la débâcle. Oui. Alors, c'était les éclaireurs de France. Est-ce que c'était Éclaireurs israélites de France. israélites, hein, voilà. Oui. C'est ça. Hein. Oui. Et en dehors des éclaireurs israélites, vous êtes membre d'autres À cet associations? âge-là, non, pas du tout. Non, mais n'oubliez pas que j'étais soutien de famille. C'est à votre initiative que vous êtes devenu membre des éclaireurs israélites ou c'est Oui. pas ouais. Non, c'est moi-même. Bon, il y a une autre chose dans votre enfance et dans votre toute petite enfance. C'est que vous êtes, dès l'âge de 1 an, un enfant nationalement connu, si on peut dire. Est-ce que vous pouvez me raconter cet élément? Oui, c'est-à-dire, si vous le permettez, j'en ai juste pour une seconde. Oui. Mon destin était très prometteur. En naissant, je pesais 12 livres, ce qui est déjà pas mal. On m'a donné un prénom qui n'était pas le mien parce que à ce moment-là, l'officier d'état civil allait se déplacer lui à l'hôpital pour prendre note et il a entendu une personne dire David. Donc, et il a dit à ma mère, nous sommes d'accord, Maurice Marcel David. Et ma mère dit pas du tout, j'ai jamais dit David, c'était une voisine, peu importe. Et l'officier d'état civil a dit là, je peux pas modifier, il faut faire un jugement déclaratif. Bref, conclusion, je faisais 12 livres, on m'a donné un prénom qui n'était pas le mien et à 1 an, mes parents ont pris la décision de m'inscrire donc à un concours du plus beau bébé de France, ce qui fait qu'en 1925, Maurice Aubrégent est devenu bébé Cadum, le plus beau bébé de France 1925. Voilà, alors c'était très prometteur. La vie, logiquement, a dû m'apporter beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse, eu égard au départ, mais c'était le départ, mais entre le départ et l'arrivée, il y a eu beaucoup de malheur. Alors, où se trouve votre famille au moment de la drôle de guerre, au début de septembre Au début de 1930? la drôle de guerre, mes parents habitaient à Nogent-sur-Marne, mais à partir du moment donné où les Allemands ont envahi la France, il y a eu des décrets-lois qui ont paru, antisémites et tout ce qui en a découlé. La France a été envahie au mois de juin 1940 et dès le mois d'octobre, sans que le gouvernement français, j'ose pas dire gouvernement de Vichy, parce que dans le fond Vichy n'a rien à voir avec le gouvernement, mais enfin bon, appelons gouvernement de Vichy, a pris la décision de faire recenser tous les juifs. Alors, c'était déjà pas bon, et puis plus le temps a passé, il y a eu d'abord en France des événements que les gens, logiquement, devaient comprendre, et ceux qui ne voulaient pas comprendre, c'est qu'ils étaient obtus ou ils étaient collaborateurs à 300%, c'est que les Allemands ne se sont pas gênés pour faire payer des indemnités journalières de milliards incroyables. Donc la France avait beaucoup de mal déjà à payer donc ce à quoi elle était astreinte. Deuxièmement, il y avait les réquisitions. Troisièmement, le gouvernement français, ne voulant pas paraître
ne voulant pas reconnaître les incapacités qu'il y a eu et pourquoi on avait perdu la guerre, avait déclaré que les responsables, c'était les judéo-maçonniques et les communistes, et en collaborant ainsi avec la politique donc d'Hitler, qui cherchait qu'une chose, c'est que de trouver des prétextes de manière à excuser les privations qui découlaient de leur politique des Allemands. Parce que quand quelqu'un veut profiter de l'autre, c'est toujours celui qui prend les coups qui a tort. C'est pas celui qui les donne. Alors, conclusion, pour moi, Maurice Aubry-Jean, ma foi, c'est comme toutes les personnes. J'ai dû subir le port de l'Étoile, tout ce qui en a découlé, et c'était atroce. C'était atroce. Et puis, en dehors de ça, mes parents ne pouvaient plus exercer. Premièrement, il n'y avait plus de marchandises, rationnement, parce qu'on avait des rationnements, on touchait 3 fois rien à manger. Pour se vêtir, c'était terrible. Et donc, mon père a pris la décision de partir dans la Nièvre. Et avant de partir, j'ai dit à mon père, écoute papa, nous sommes en 1941, moi je travaille maintenant dans une fabrique où on fait des fenêtres en bois, je ne peux pas supporter les Allemands, j'ai décidé de partir pour l'Angleterre. Mon père m'a dit, oui fils, c'est bien, tu veux partir, tu prends le train, tu prends l'avion, tu fais comment pour y aller? Je ne peux pas te moquer de moi, je veux partir parce que dans l'usine où je travaille, nous sommes un groupe de 6 jeunes Français et nous avons une connexion avec la Bretagne, pour prendre un bateau et aller rejoindre De Gaulle. Alors, mon père m'a dit, écoute fils, moi je suis très content de savoir que j'ai un fils résistant, mais il y a une chose il faut que je te confie, moi-même je pars dans la Nièvre, et là-bas je pars en mission là-bas, et je ne sais pas si je reviendrai. Alors la résistance c'est une belle chose, c'est bien, seulement je ne sais pas du tout si ça pourra nourrir la famille. Donc, si tu veux bien fils, je te nomme chef de famille, c'est toi qui travailleras pour nourrir la famille. J'ai répondu à mon père, écoute papa, la guerre se fera avec un soldat de moins. D'accord. Et je suis donc resté, et au cours du déroulement qui s'est passé, nous avons été arrêtés, et je répondrai à vos questions. Alors, là, quand vous avez cette conversation finalement cruciale dans votre vie avec votre père, vous avez 17 ans, oui. Lui passe en zone sud. Est-ce que ça va bien se passer, son passage de l'autre côté? Je présume que oui, parce que nous avons eu peu de temps après une personne qui est venue de sa part pour nous dire que tout allait bien. Cette personne a disparu, et de temps à autre, il y avait une personne qui venait nous dire bonjour, sans parler ni qui que ce soit, tout va bien, puis c'était terminé. Mais j'ai jamais revu mon père. De 41, c'était la dernière date à laquelle j'ai vu mon père. Et vous restez donc à Nogent, c'est oui. ça, avec votre mère et vos deux frères et ma petite sœur. Voilà. Oui. Et comment ça se passe à partir de ce moment-là? Vous continuez à travailler? Oui, j'ai continué à travailler parce qu'il fallait bien de l'argent pour vivre. Et donc, j'ai fait différents métiers, et notamment, comme je vous disais, je travaillais dans cette fabrique, donc de construction de fenêtres. Et jusqu'au moment donné où il y a un décret qui est paru le 14 octobre 1941, qui a décidé d'enlever la nationalité française aux derniers naturalisés. Alors là, je suis dans l'obligation de faire un petit retour en arrière pour vous expliquer que, étant né en France de parents étrangers, je devais logiquement devenir français à ma majorité, c'est-à-dire à ces moments-là, à 21 ans, je devais choisir ou la nationalité française ou la nationalité de naissance de mes parents. Et mes parents aimant tellement la France, avait décidé de ne pas attendre et de demander pour nous la nationalité française. Donc les 4 enfants sont devenus français par déclaration, donc français de naissance. Et ensuite, à la déclaration de la guerre, un décret-loi est sorti, donnant la nationalité française à mes parents, la naturalisation française à mes parents, et là ils ont fait une faute, ils ont donné la nationalité française à toute la famille, alors que nous les enfants, nous étions déjà français, donc une fois français en naissant, une deuxième fois par erreur naturalisation, et le 14 octobre 1941, lors donc de la manifestation de Vichy, de trouver les coupables de la guerre, de la défaite française, ils enlevaient donc la nationalité française à l'état de gens, dont nous, donc on nous a enlevé la nationalité française, et mon père, bien sûr, ne s'est pas présenté, il a bien fait, parce qu'il a eu des problèmes, et quant à nous, on nous a enlevé notre carte d'identité française pour nous donner un récépissé d'identité sur lequel était marqué nationalité à déterminer.
Alors cette carte d'identité, ce récépissé de carte d'identité étant valable tous les 3 mois, nous devions nous présenter donc à la préfecture de police pour le prolonger jusqu'à la date du 1er septembre 1942 où ils nous ont retenus, ils nous ont arrêtés. Quand vous disiez tout à l'heure à propos des lois anti-juives, le port de l'étoile, c'était atroce. Qu'est-ce qui s'est passé en vous à ce moment-là? Parce que vous êtes encore à la frontière entre l'enfance et l'âge adulte, cet âge qu'on appelle parfois l'adolescence. Qu'est-ce qui se passe en vous à ce moment-là? Comment vous vivez ces moments terribles? C'est une très bonne question. Effectivement, je vous ai dit, j'ai beaucoup de caractère et vous allez comprendre. D'abord, lorsqu'il y a eu l'obligation de se déclarer, j'ai dit à mes parents qu'on s'appelle Obrejan, O-B-R-E-J-A-N. Je n'avais pas un nom inscrit ou qui se dévisse. Rien dans le nom pour vous laisser supposer que nous étions juifs. Donc j'ai dit à mes parents, pour ma part, moi, je ne me déclarerai pas. Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est une obligation. Obligation, mais si on ne veut pas y aller, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Est-ce qu'ils savent notre religion? Mon père m'a dit, fils, tu as raison dans ce que tu dis, seulement t'oublies une chose, c'est que les voisins savent, on peut te dénoncer à ce moment-là, si on dénonçait, on peut t'arrêter et nous mettre en prison. Alors j'étais obligé de suivre mes parents à cet âge-là. En 1940, je vais vous dire, je suis né, disons, fin 24, disons, les 25, j'avais 15 ans. J'étais obligé de suivre les parents. Bon. Et puis, ça, c'était ma première révolte. Deuxièmement, lors du port de l'étoile, j'avais une veste de cuir et je mettais souvent ma veste de cuir pour couvrir mon étoile. Je voulais pas. Alors, petite anecdote, que lorsque j'ai vu les premiers soldats allemands défiler boulevard de Strasbourg, lieu de résidence, j'y étais devant la porte et ils ont stoppé à un moment donné et il y a 3 Allemands militaires qui ont laissé leurs armes. Et ils sont venus se laver dans la cour. À un moment donné, ils m'ont dit, toi, il y en a qui parlait français, va chercher quelque chose à manger, du chocolat, des bonbons. Ils m'ont donné de l'argent. Ils n'avaient pas vu qui j'étais. Et en définitive, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je suis parti avec l'argent. Ils m'ont jamais revu. Alors j'ai acheté, à ce moment-là, on peut encore en avoir, des bananes desséchées. C'est très très bon. Et le soir, j'ai dit à mes parents, ben voilà, j'ai un de mes amis qui a fait un petit héritage. J'aurais menti, je voulais pas qu'ils sachent que j'ai risqué des problèmes. Et j'ai fait un cadeau qui venait des Allemands pour venir au mouvement de révolte. Et je vais vous dire, j'ai arraché des affiches. Lorsqu'on me demandait, les Allemands demandaient une direction, je disais toujours l'opposé. J'ai fait une résistance passive. J'ai fait ce que j'ai pu, mais au point de vue résistance, si vous voulez bien, on en parlera tout à l'heure quand j'ai téléporté. Oui. D'accord. Écoutez, acheminons-nous vers ce que vous aviez déjà indiqué, c'est-à-dire le moment de l'arrestation. Comment ça se passe, hein? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs déjà de ce qui va arriver? Il y a eu des rafles. Bon, il y a eu des rafles, il y a eu des... Moi, je l'ai entendu dire, je ne l'ai pas vu. Visuellement, la police française allait sur ordre dans les familles juives pour les arrêter. Il les amenait au Veldiv, et puis après du Veldiv, il les amenait à Drancy pour la déportation. Ça, je ne l'ai pas vécu, mais je le savais. Et je pensais naïvement que du fait que, étant français et déchus, et que les Français quand même auraient pitié de nous, en disant, bon, dans le fond, ce sont les Français, ils sont victimes donc des lois, mais on va pas leur faire de mal, c'était une erreur. La loi est égale pour tous. Si elle est bonne pour tous. Si elle est mauvaise, elle est mauvaise pour tous. Bon, certaines familles, je l'ai entendu dire, ont eu la chance que des policiers français sont venus les voir avant l'arrestation. Donc, quand ils sont présentés officiellement, il y avait personne. Nous doutions pas que nous allions être arrêtés. Ce qui fait que lorsque nous sommes présentés pour le renouvellement de ce récépissé de carte d'identité, ils nous ont gardés. Et je leur ai dit, parce que ma mère était complètement, comment dirais-je, assommée, KO, en tant qu'elle voyait déjà plus loin que moi, j'ai protesté et ils m'ont dit vous n'avez pas discuté des ordres, c'est comme ça et c'est pas autrement. Là-dessus, la puissance de sonnette, 2 agents sont venus et puis ils nous ont mis et ils nous ont gardés et peu de temps après, ils nous ont mis à Nogent-sur-Marne. Nous habitions et là, on nous a mis dans une prison, dans une cellule. Et peu de temps après, les policiers nous ont fait monter, ça c'était au rez-de-chaussée, les cellules, et un inspecteur français nous interrogeait. Et l'inspecteur français nous a dit, bon, écoutez, je sais qui vous êtes, alors voilà.
Lorsque on a votre religion, lorsqu'on n'a plus de nationalité, lorsqu'on a un père qui est terroriste, on accepte le marché que je vais vous faire. Livrez-moi l'endroit de la résistance de votre père et je vous libère. Dans le fond, moi, j'ai rien à faire de vous. Vous dégagez de ma vue, mais vous faites pas reprendre parce que je pourrais plus rien pour vous. Où se trouve... Alors, ma mère et moi, nous étions très surprises de comportement. Nous disions, c'est un Français qui parle, c'est pas possible. Et oui, c'était un collaborateur. Et oui, il y en avait. Et après la guerre, personne n'était collaborateur. Mais enfin, ça, c'est une autre paire de manches. Alors, il nous a interrogés ensemble, séparément, nous n'avons pas parlé. Et après l'interrogatoire, lorsque nous sommes sortis donc de cette pièce, nous avons eu la surprise de voir mes deux jeunes frères et ma petite sœur dans le couloir. La police française avait été à l'école chercher mes deux jeunes frères et ma petite sœur et ils étaient gardés par 2 agents dans le couloir. Et comment dirais-je, au moment où il a dit aux policiers, maintenant je ne vais plus les voir, il nous a dit, demain je vous interrogerai, la nuit vous portera conseil, comme ça vous parlerez, et vous verrez que c'est tout, c'est votre intérêt. Conclusion, cette nuit-là a été atroce, parce que dans une cellule qui était faite pour une personne, nous avons couché à 5 avec des petits-enfants, c'était pas la joie. Et le lendemain matin, lorsque le policier français l'inspecteur de police nous a interrogés, nous n'avons pas pu se parler, il nous a dit, puisque c'est comme ça, allez oust, vous allez être interné à Drancy et déporté. Ma mère a dit, écoutez, j'ai entendu dire quand même qu'on a le droit à avoir une petite valise, des petites affaires, nous n'avons rien, vous n'avez pas voulu parler, tant pis pour vous. Et là-dessus, au moment où nous sommes sortis pour nous engouffrer dans les voitures de police française, nous avons eu une grande surprise. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce que je sais, c'est que il y avait plein de gens qui étaient là, qui manifestaient contre la police française. Nous étions très connus. Et ils voulaient pas. Ils voulaient qu'on s'enfuit. Et les policiers ont dit, si vous continuez, vous serez arrêtés et déportés avec ces juifs. Ils nous ont entendu. Ah bah oui, c'est noté. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, on en parlera tout à l'heure. Tout est noté, oui, j'ai entendu, j'en suis témoin. Alors vous voyez, tous étaient français, mais pas du tout le même comportement. Incroyable, hein. Ce que j'ai pas compris, comment avait-il pu être avisé? Je suppose que ça faisait longtemps qu'il devait attendre, parce que quand même, c'est fort, hein. C'est le lendemain qu'ils ont eu les manifestations. Ça se passe à quelle date, ça? Ben, ça se passe le 2 septembre. 1942. J'ai été arrêté. 42. 42, oui. Vous m'avez dit que vous aviez entendu parler des rafles, Oui. les grandes rafles du 16-17 Oui, juillet. du Veldiv, oui, tout ça, oui, bien sûr. Nous étions au courant. Et j'avais dit donc à ma mère, il faut s'en aller. Et mes parents ont dit oui, mais s'en aller pour aller où? On n'a pas d'argent. On n'a pas les relations pour aller chez qui? Chez quoi? Parce que j'ai oublié de vous dire, nous avons fait l'évacuation en 40, mais nous sommes revenus. Parce que là aussi, mes parents avaient quelques économies, nous avons travaillé. Mon père a travaillé de son côté, moi j'ai travaillé de mon côté. Et puis comme nous n'avions plus d'argent, mon père a décidé, avec ma mère, de remonter. Et lors de comment dirais-je, du conseil de famille qui a eu lieu, j'ai dit, mes parents, il ne faut pas retourner, c'est pas bon. Mes parents ont dit, mais on n'a plus l'argent, là-bas, au moins, on a un toit, on aura quelques affaires, on a des sous un petit peu. Bon, alors, anecdote, c'est qu'en prenant le train s'est arrêté à la ligne de débarcation, et à ce moment-là, un immense gendarmerie, donc gendarme allemand, littéralement, passait dans les wagons, pas pire. Il y a des juifs ici. Alors de moi-même, je m'étais levé et je dois vous dire, comme j'ai du caractère, j'avais enlevé mon insigne éclaireur israélite de France parce que c'est pas la peine de le mettre sur mon chapeau de scout. Et je l'avais laissé en souvenir à Toulouse. C'est à Toulouse que nous étions réfugiés. Et je me suis donc levé en disant à l'Allemand, non, il n'y a pas de juifs. J'ai déjà fait un contrôle dans le compartiment. Il n'y a pas de juifs. Vous pouvez me faire confiance. Ah, très bien. Et puis il est parti. S'il avait su. Voilà. Et là, je me suis fait enguirlander par mon père. Il dit, prends pas d'initiative, parce que t'es jeune, tu te rends pas compte de la portée de tes paroles. J'ai dit, mais papa, écoute la portée de mes paroles, je crois que j'ai bien répondu. Oui, mais laisse-moi faire. Enfin bon, bref. Le destin a voulu que... Alors, je sais pas, on a un changement de cassette qui s'annonce dans 5 minutes. Nous sommes en septembre 1942, au début du mois de septembre 42. Et vous êtes transféré à Drancy avec votre mère et les enfants de la famille. Oui.
Comment se passe l'arrivée à Drancy? Qu'est-ce que vous découvrez là? En arrivant, d'abord c'est la police française qui nous y a amenés. Je découvre à l'arrivée des gendarmes qui étaient donc au portillon. La police a fait signer le registre, comme quoi qu'ils en prenaient possession, et puis les gendarmes qui étaient là ont fait signe à des déportés qui sont venus donc nous chercher, et nous avons découvert donc ce grand camp, un grand rectangle en béton non terminé, qui était prévu au point de vue habitation, bon marché, et puis la guerre a fait que ça a servi de camp d'internement. Et, nous avons eu beaucoup de gens qui étaient dehors, qui parlaient très maigres, qui n'avaient pas bonne mine, et puis des gendarmes partout qui surveillaient le camp. Et la personne qui nous guidait nous a dit bon, ben, vous allez prendre possession de votre place. Il nous a amenés à un endroit, je ne sais plus quel étage. Et là, nous avons découvert donc des étages entiers sans séparation, et où il y avait des paillasses par terre. Et il nous a dit voilà. Chaque paillasse, c'est pour vous, ce sera votre domicile. Et donc, voilà, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de chaise, il n'y avait que ça, un point, c'est tout. Et nous avons découvert par la suite qu'il y avait des points d'eau qui étaient minimes comparativement donc au nombre d'internés. Nous avons découvert une nourriture qui était infecte le matin. C'était, ils appelaient ça du café, je présume que ça devait être de l'orge grillée. Et nous avons attendu jusqu'au soir pour avoir le droit à un bout de pain et une soupe. C'est tout. Nous avons découvert l'horreur. Et j'ai découvert aussi que certaines personnes, quand même, pouvaient recevoir quelques petits colis à Drancy. Nous n'avons jamais rien reçu. Et j'ai eu l'occasion, donc, de faire connaissance avec des camarades de mon âge, expression française. Parce que là, je dois vous dire qu'à Drancy, c'était plutôt des gens d'expression française qui étaient là. Enfin, il y avait de tout. Hein. Enfin, qui parlaient français, ce qui veut dire qu'ils étaient français. Et donc, j'ai fait connaissance d'un groupe de Français que j'ai retrouvé après, en arrivant en Allemagne. Et d'ailleurs, ça m'a sauvé la vie en arrivant en Allemagne. Alors voilà. Alors, ce que j'ai découvert aussi, j'avais mal au cœur, c'était de voir nos gendarmes français, c'était les gardes-mamie qui gardaient les internés. Et il y en a un qui m'a frappé à un moment donné, mais qui m'a frappé moralement. Il m'a dit les Allemands vont vous fouiller et puis vous n'aurez plus rien. Alors au lieu que ça aille pour les Allemands, donnez-nous à nous, au moins ça restera en français. Je leur ai simplement répondu gardez votre dignité, moi je garde la mienne. Oui, incroyable. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est ceux qui nous ont fouillés, ce n'étaient pas des Allemands, c'était des doriotistes. Que dire doriotistes, partisans de Doriot, collaborateurs d'Hitler, et c'est eux qui nous dépouillaient de ce que nous avions. Enfin, pour nous, auprès gens, ils ne pouvaient pas nous dépouiller de grand-chose, on n'avait rien. Mais n'empêche que j'avais quand même réussi à dissimuler un couteau, un fort couteau, un couteau pliant, que j'ai récupéré, parce que si c'était malin, moi j'étais pas bête non plus. Et lorsque je le gardais précieusement, et le 14 septembre, à l'aube, il y a eu un appel, et on nous a mis de côté pour la déportation. Et là, j'ai découvert j'ai eu la première relation avec les autorités militaires allemandes, c'est-à-dire que lorsque nous sommes arrivés au train, parce qu'un train comportait en principe 10 wagons déportés, où il mettait environ 100 déportés par wagon à bestiaux, plus les wagons de SS. J'ai découvert donc ces SS qui nous battaient, qui nous donnaient des ordres et qui nous entassaient, parce qu'on ne voulait pas monter dans les wagons, c'était l'horreur. Et j'ai assisté à une petite anecdote quand même qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'à un moment donné, un futur déporté est sorti un peu du groupe, et j'ai vu d'un main dans il marchait, c'était un ancien militaire, il a claqué des talons, et il s'est adressé à l'officier allemand, et il dit « Je suis allemand, vous ne pouvez pas me laisser déporter ». Il dit « Comment ? Vous êtes officier allemand ?» Il dit « Oui, et j'ai la médaille, j'ai la croix de fer ». Et il dit « Comment ça ?» Il dit « Oui, j'ai fait la guerre 14-18, c'était un Allemand qui s'était réfugié, un Juif, bien sûr. » Il dit « Ah, tu es allemand ?» Il dit « Tu es juif ? Oui, alors tu seras déporté avec les autres. » Il n'était plus allemand, il était juif. Alors nous avons
Nous sommes partis, on nous a donné avant de partir un petit bout de pain, un petit bout de saucisson. En montant dans le wagon, nous avons découvert un réservoir d'eau, un bidon. Il n'y avait pas de récipient pour nous partager l'eau. Enfin, quelques personnes avaient des gobelets. Et puis un autre fût pour faire nos besoins. Ce qui fait que nous avons voyagé 3 jours et 2 nuits. Et pendant ces 3 jours et 2 nuits, même si nous avions voulu accéder, au fût d'aisance, ou pour se réveiller en eau, c'était absolument impossible. Nous étions tassés les uns contre les autres. Et pendant ces 3 nuits et 2 jours, ça a été atroce. Certains sont morts parce qu'ils ont déporté les femmes, les enfants, les vieillards, les gens à moitié fous, les gens à moitié morts. Ils déportaient tout le monde. Et il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu des gens qui étaient écrasés, asphyxiés, d'autres sont devenus fous. Et puis un matin, le train s'est arrêté et les portes se sont ouvertes. Et là... Alors, à propos de ce convoi, j'ai une question sur le moment où vous apprenez que vous allez être du convoi. Est-ce que vous l'avez su la veille ou est-ce que vous l'avez su au moment de l'appel? Non, au moment de l'appel. C'est au moment de l'appel. Oui. Et qu'est-ce qu'on raconte à l'intérieur du camp de Drancy sur ce qui va se passer? Il y avait des rumeurs qui disaient qu'en définitive, nous n'allions pas vers des camps d'extermination, que nous étions destinés à être parqués dans des camps où les familles se retrouveront et travailleront donc pour l'Allemagne, et puis qu'en définitive, il y aura des privations de liberté, mais que nous retrouverons à la libération. Et tout le monde disait, ah oui, nous irons vers Pichipoy. C'était un nom qui était employé, Pichipoy, pour qui, pourquoi, j'en sais rien. C'est un nom imaginaire du lieu de destination. Vous prononcez le mot camp d'extermination dès cette époque de Drancy? Non, pas extermination. Camp de déportation. Vous parlez de déportation? Déportation, pas extermination. Non, ils voulaient, pardon, tout vous interrompre. Non, les Allemands avaient une technique. Ils voulaient surtout pas nous faire peur parce qu'ils avaient peur. Eux avaient peur qu'on se révolte. Et d'ailleurs, ils ont utilisé cette méthode lorsque nous sommes arrivés là-bas. C'est pour ça qu'ils ont fait donc les chambres à gaz. On leur disait pas vous serez tués. Ils avaient peur des révoltes. Donc ils cachaient la vérité. Pendant le convoi, vous êtes avec votre mère et vos frères et sœurs? Oui. Qu'est-ce qui s'échange entre vous? Il s'échange qu'on a vite que nous arrivions de manière à ce que nous arrêtions, qu'il y ait un arrêt de la souffrance que nous avions. Et puis, tout le monde redoutait, évidemment, de ce qui allait se passer, mais que pouvions-nous faire? Rien. Nous pouvions donc qu'espérer que ce serait pas trop dur. Il y a des petits-enfants dans le convoi? Des tout petits, des bébés, des femmes enceintes. Est-ce que les déportés entre eux s'aident et aident ces enfants Mais monsieur, je vais vous dire, au camp d'internement, il y a eu une entraide, bien entendu, mais dans le wagon, on ne pouvait pas bouger, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne pouvait rien faire. Oui, au camp de... Oui, bien sûr, il y a une entraide, oui. Toujours au sujet du convoi, est-ce que le convoi va s'arrêter pendant ce très long voyage? Ce train s'arrêtait souvent. Il s'arrêtait souvent et à ce moment-là, on réclamait à travers les petites lucarnes, il y avait des barbelés et puis évidemment des barreaux, on réclamait de l'eau, mais il y avait quand même des âmes compatissantes qui voulaient nous en donner, mais les SS les chassaient. Est-ce que, au cours de ces arrêts, vous pouvez vous rendre compte de l'endroit où se trouve le train? Absolument pas. Est-ce que vous savez où va le train? Non. On supposait que c'était la Pologne, mais on ne savait pas. Et quand les portes s'ouvrent, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, les Allemands avaient une technique, c'est-à-dire que les trains, en principe, ne devaient pas arriver à destination dans la journée, ils devaient plutôt arriver à l'aube ou le soir, de manière à ce que les gens ne soient pas témoins de ce qui se passe, les gens, je veux dire, environnants. Et lorsque le train s'est arrêté, nous avons entendu que les invalides descendent. Alors la porte, évidemment, les portes à glissière s'est ouverte. Les invalides descendent. Ma mère me dit, écoute fils, je sais que tu vas descendre. Avant de descendre, je veux que tu fasses un serment. Oui maman, je veux que tu fasses un serment de jamais attenter à ta vie. Mais maman, on va se retrouver. Jure mon fils. J'ai juré à ma mère de jamais attenter à ma vie. Et ces dernières paroles m'ont dit, fils, eh ben écoute, je suis ta maman. Ma mère avait des dons de toute manière. J'ai le frisson. Excusez-moi.
Ma mère m'a dit, fils, témoigne. Voilà. Là-dessus, je suis descendu. Nous étions à peu près une centaine de personnes à descendre. Nous étions tout de suite encadrés par les SS avec leurs chiens qui aboyaient. Alors, c'était quelque chose, les projecteurs, avec les mines patibulaires, les mitraillettes. Bon, et à un moment donné, bon, les portes se sont fermées, le train est reparti et j'ai appris après, convoi numéro 32, que quand le restant du train est arrivé à Auschwitz, il y a eu une petite sélection, toute petite, et tout le restant du convoi a été dirigé immédiatement vers les chambres à gaz et exterminé. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au cours de ce premier arrêt, sur la totalité du train, vous dites qu'il y a une centaine de personnes. Une centaine de personnes, convoi numéro 32. Vous êtes descendu, votre mère est... Il est resté dans le wagon avec les enfants, puis le restant du wagon. Et vous avez su ce qu'il y avait... Je l'ai su après, en rentrant. Oui. C'est Serge Klarsfeld qui, par son livre, j'ai parcouru grande attention, marqué des archives, j'en ai fait, et j'ai écrit à de nombreuses Croix-Rouges internationales, ainsi de suite. J'ai fait des recherches très puissantes. Alors, pour en finir, je dois vous signaler une chose, c'est que il y avait des camps de concentration et il y a des camps d'extermination. Moi, personnellement, dans mon convoi, c'était un camp d'extermination. Seulement, la chance que nous avons eue, et la suivante, c'est que les grandes firmes allemandes avaient besoin de main-d'œuvre. Pourquoi ? Parce que la majorité des Allemands étaient sur le front ou dans les administrations. Et là, à cet endroit-là, nous étions destinés, ça je l'ai su après, à aller travailler à Blech-Hammer. Il y avait un immense complexe industriel où travaillaient 60 000 ouvriers de différentes nationalités, et aussi bien civils que prisonniers de guerre. Et donc, il était prévu de nous faire passer dans différents petits camps de dressage, et suite à quoi, lorsque nous étions formés à discipline et une certaine petite compréhension de l'allemand, arriver donc à Blech-Hammer pour travailler pour la machine industrielle allemande. Donc au moment de cette première halte du train au cours de laquelle vous descendez, là, vous êtes accueilli uniquement par des Allemands. Hein, oui, c'est ça. La SS. Qu'est-ce qu'ils vous disent aussitôt après qu'est-ce qu'ils vous font? Ils nous disent en rang par 4 ou par 5, ma foi j'ai oublié, et puis en avant-marche, point, rien de plus. Alors nous sommes arrivés donc dans un petit camp qui s'appelait Gogolin, et c'était un camp qui était destiné à faire les autoroutes allemandes. Zwangsarbeitslager, Autobahnlager en allemand, enfin bref en français, destiné à faire des autoroutes, et c'était la police. Les Allemands, les SS nous ont livrés, nous étions là surveillés par la police allemande, qui était pas meilleure entre nous. Parce qu'on dit la SS, bon, je dirais pas que la SS... Dans cette centaine de personnes, il n'y a que des hommes. Ah oui, que des hommes, il n'y avait que des hommes qui sont descendus. Et là, nous avons fait connaissance immédiatement avec les capots allemands. Parce que la police allemande qui nous a fait rentrer dans le camp, enfin, attendez, ils étaient à la porte. Et lorsque nous sommes rentrés dans le camp, nous avons découvert que tout le camp était dirigé par des déportés. Les Allemands, eux, s'occupaient de l'extérieur et supervisaient le tout. Mais tout l'intérieur était géré par les déportés. Et les premiers déportés que nous avons rencontrés, c'était des juifs polonais qui étaient là depuis l'invasion de la Pologne et qui ont commencé à nous taper. « Ah oui, vous nous avez pas aidés. » Alors, nous sommes rentrés en discussion en disant « Comment vous avez pas aidés ?» Il y avait la déclaration de la guerre de la France et de l'Angleterre au moment donné où la Pologne a été envahie. Mais ils voulaient rien... Enfin bref. En conclusion, nous avons commencé à apprendre la discipline allemande, mais la forte, debout, assis, couché dans la boue, la pluie, parce que c'était pas la bonne saison, septembre. Et il y a eu déjà beaucoup de morts. Alors on nous a appris aussi en dehors de ça la manière de faire un lit au rectangle. D'abord, nous avons vu des baraques, des grands baraquements, ou avec des chambres, avec des lits à superposition. Et il fallait faire le lit au carré. Et puis au point de vue manger, on n'avait pas plus cadencé. Hein. On avait le matin de l'eau noire, et puis le midi, rien du tout. Le soir, un doigt de margarine et puis une soupe.
Il n'y a pas eu de quarantaine à cet endroit-là. De quarantaine, non, pas de quarantaine du tout. Donc le premier jour, vous arrivez là et qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qu'on vous dit? On nous dit, voilà, ici vous n'êtes plus rien du tout. Parce que là, plus tard, quand il y a eu les SS, il y a eu des numéros, mais là, ils nous ont fait découper nos vêtements pour qu'apparaisse une étoile. Et ils nous ont peint aussi des étoiles sur nous pour qu'on puisse nous reconnaître. Ils nous ont tondu les cheveux. Et ils nous ont emmenés au chantier le lendemain. Et alors sur le chantier, fallait porter les rails pour acheminer les wagonnets, porter le ciment, creuser et faire les travaux à une cadence infernale. Beaucoup de camarades en sont morts. Moi-même, je dois vous dire qu'à porter des rails très très longues, avec très peu de déportés, les rails tombaient, ils nous écrasaient. J'ai manqué d'y mourir aussi. Et nous sommes restés 8-10 jours là, c'était le premier camp de dressage. Le deuxième, c'était Johannesdorf. C'était pareil, j'ai pris des coups de matraque parce qu'il y avait l'inspection. Là, c'était les SS de temps à autre. Ils rentraient dans les baraques, ils se mettaient d'un côté de la baraque, ils regardaient de l'autre, ils voulaient regarder si tous les lits étaient exactement de la même hauteur. Le mien était légèrement bombé. Il a dit, à qui ce lit? Das mein, enfin, il fallait parler allemand. C'est bien, j'ai pris un coup de cravache à chien sur la figure, il disait, ça t'apprendra, demain tu sauras pourquoi. Je me suis renseigné, là j'ai appris, il fallait que ce soit plein, ainsi de suite. Enfin, beaucoup de camarades sont morts, et puis là encore, il y a eu une quinzaine de jours. Et puis, on nous a refait un nouveau convoi. Et là, nous sommes arrivés à Blech-Amer. Alors là, c'était camp de concentration pour juifs. Le deuxième camp, qu'est-ce qu'on y fait précisément? Alors, le deuxième camp, je dois vous dire que c'était, en définitive, nous n'avons pas travaillé en extérieur, de mémoire. Le premier, on nous avait travaillé l'autoroute. Le deuxième, c'était uniquement, il nous faisait travailler ici, autour, dans des champs, des choses comme ça. Mais non, on ne travaille pas à l'extérieur, dans les champs, autour du camp. Est-ce qu'il y a eu des appels? Bien sûr, alors ça se passait de la manière suivante. Le matin de très très bonne heure, je ne sais pas, vers les 4-5 heures, appel, il fallait qu'on se lève très vite. Pardon, qu'on aille se laver à un point d'eau aussi, c'était pareil. Il y avait quelques robinets pour des centaines de personnes. Il fallait s'habiller et puis se présenter sur la place d'appel. On nous attend des fois des heures entières. Ils nous comptaient, nous recomptaient, ils nous comptaient, nous recomptaient. Puis après, ils nous mettaient à travailler. Alors attendez, quand c'était fini le comptage, alors là, on recevait, sans nous bougions, ils nous avaient remis, pardon, j'ai oublié de vous dire, nous étions responsables, un petit quart. Et puis, comment dirais-je, je sais pas, une assiette émaillée. Voilà, une cuillère, c'était notre bien, le plus précieux, qu'il fallait toujours regarder avec nous. Alors, nous donner le café, après on allait au travail. Alors, si on peut faire justement, vous avez parlé d'un bien précieux et j'oserais employer le terme de patrimoine parce que dans le camp, oui. C'est vraiment, sont des ustensiles extrêmement sensibles qui sont vitaux. Vous avez acquis donc ce matériel pour manger. Les vêtements, comment ça s'est passé précisément? On vous a... Eh bien, là, les vêtements, nous avons conservé les mêmes vêtements. Il n'y a pas eu de... C'était toujours avec l'étoile et puis au pain ou découpé dans les vêtements. C'est à Blech-Amer que ça a changé. Alors, les vêtements, c'est ceux qu'on vous avait donnés lorsque vous êtes arrivé dans le premier camp à Gogolin? Non, pas du tout. C'était les vêtements que nous avions sur nous en arrivant. À l'arrivée? Oui. D'accord. Voilà. Les chaussures aussi. Alors, les chaussures, là, c'était encore autre chose. Non, les souliers, on nous a laissé nos souliers et ceux, mettons, moi, j'avais déjà des souliers avec des semelles très, très usagées et j'ai reçu à la place mes premières galoches en bois. C'était pas rien. Mais enfin, bon. Et vous avez réussi à travailler avec ça? Ouais, j'avais pas le choix. Comment ça se passe les premiers jours de travail? Atroce. Atroce parce que vraiment il fallait travailler très très dur et puis on mangeait pas. Alors pas manger et travailler dur, c'était pas facile. Puis il fallait voir la cadence. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. De toute manière, ça leur a été égal parce qu'il y avait toujours un renouvellement de gens qui mouraient, qui devenaient
indésirables. Ceux qui étaient trop abîmés, ils faisaient des convois et ils étaient exterminés, parce que tout ça, ça se passait dans un périmètre assez rapproché d'Auschwitz. Hein. Ça se passait, disons, au maximum à 100 km autour d'Auschwitz. Alors ceux qui étaient malades, eh ben, ils les expédiaient là-bas, extermination. Et puis il y a d'autres qui venaient, qui faisaient le plein, ils faisaient le plein, ainsi de suite. C'était atroce. Ceux qui étaient malades, comme vous dites, ils étaient identifiés Dirigés. comme tels Voilà. au moment Alors, des appels ou... Oui, alors c'est-à-dire que au moment où ils rentraient, bon, ils s'étaient dirigés vers dans une baraque, on appelait ça infirmerie. Et quand on dit infirmerie, il y avait pour nous soigner, tenez-vous bien, des bandages en papier, et il y avait une paire de pinces. La paire de pinces était pour arracher les dents, et puis il n'y avait rien d'autre. Alors, heureusement, il y avait quelques petits trafics où ils réussissaient, les médecins réussissaient à avoir un petit peu de, comment dirais-je, de bombes, d'aspirine, parce que malgré que nos biens étaient confisqués, certains camarades avaient réussi à dissimuler des affaires dans les talons de souliers. Et puis, comme les biens étaient confisqués sur ces biens-là, il y a des biens aussi qui étaient soustraits aux Allemands, parce que il y avait des baraques où les biens qui étaient confisqués, les biens étaient entassés, et c'était destiné pour la SS. Mais il y avait quand même des déportés qui dérobaient les biens que les SS, dans le fond, nous volaient. Alors il y avait des petits trafics comme ça qui nous aidaient donc pour nous soigner, mais enfin vraiment c'était pas grand chose. Alors ils faisaient ce qu'ils pouvaient, puis quand ils voyaient qu'ils pouvaient rien faire, il y avait quand même les médecins allemands qui passaient à dégager. Et quand je dis une manière cavalière comme ça voulait dire quand, alors ils ne savaient pas, on leur disait vous allez aller en convalescence, ils partaient tout confiants. Et puis, ouais. Ces premiers jours dans l'univers concentrationnaire, par quoi sont-ils le plus marqués pour vous? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Une grande révolte contre le monde entier. Parce que je me suis dit, voilà, comment est-il possible qu'en ce siècle, où on nous dit tellement de bonnes choses, on fait tellement de merveilles, parce que dans le fond, entre le 19e et le 20e siècle, dans le 20e siècle, on a fait tellement d'inventions pour améliorer le sort de l'être humain, on ait pu supporter l'avènement de gens qui font ce qu'ils font, qui exterminent des gens et que le monde ne bouge pas. Une révolte incroyable. Vous dites, on extermine des gens. Alors ça c'est une notation qui me paraît importante. Qu'est-ce que vous savez de ce qui se passe dans ce grand complexe d'Auschwitz? Qu'est-ce que vous savez de ce qui advient aux gens qui sont mis de côté, de ce qui est advenu de votre famille? Qu'est-ce qui circule? Alors, dans les premiers camps, on ne sait pratiquement rien, parce que ce sont des camps d'arrivage. Et au camp, quand je suis arrivé donc à Blech-à-Mer, là j'ai découvert autre chose, parce que premièrement, c'était pas un tout petit camp où il y avait 100 personnes ou 200 personnes. Là, c'était un camp quand je suis arrivé, et il y avait au démarrage, il y avait seulement 200 personnes déportées. Et on construisait un camp. D'ailleurs, j'ai participé, donc malgré moi, bien sûr, à la construction de ce camp qui devait recueillir, et qui a recueilli et qui a hébergé 5000 déportés, plus tout l'encadrement donc interne du camp, plus tous les SS, parce qu'il y avait beaucoup de SS. Alors là, j'ai appris que effectivement à Auschwitz, non, on ne savait pas l'extermination d'Auschwitz, hein, on ne savait pas. Non, mais on savait que, on partait là-bas, ceux qui ça n'allait pas, ils pouvaient partir en convalescence, mais enfin, il fallait éviter d'y aller, mais on savait pas. Vous ne saviez pas. Non. Est-ce qu'il y a des relations humaines, des amitiés? Est-ce qu'il y a des solidarités qui se constituent, des groupes? Et selon quelles affinités ça se constitue? Alors, tout à fait, au démarrage, c'était trop brutal. Oui, mais c'était tellement court. Et en principe, c'était des gens que je connaissais pas, on était tout de suite séparés.
ce qui était marquant, c'était surtout à mon arrivée à Bléchamer, parce qu'à Bléchamer, quand même, j'y suis arrivé, disons, un mois... disons au mois d'octobre, fin octobre, je suis arrivé à Bléchamer, 42, et j'ai quitté Bléchamer par la force des choses lorsque les Russes ont fait leur offensive au mois de janvier 1945. Donc là, s'organiser, il y a une organisation. Là, j'ai retrouvé premièrement des camarades que j'avais connus à Drancy, et d'ailleurs, je dois vous dire que... à un moment donné, j'allais mourir, hein, parce que à transporter des sacs de 50 kilos de ciment à longueur de journée, même en mangeant bien, on peut pas, c'est pas possible. À midi, on n'avait qu'une demi-heure pour se reposer. Quand je dis, c'était Frühstück, c'est-à-dire que c'était les Allemands qui mangeaient leur sandwich. Eux, c'était pour se reposer plus eux que nous. Ben, on travaillait des heures, c'était incroyable. On se levait le matin à 4-5 heures. Le soir, quand on rentrait, entre le moment où il y avait la soupe et il fallait se laver, il y avait la soupe, il y avait encore les appels. Parce que s'il y en avait tant qui devaient sortir, il y en avait tant qui devaient rentrer. Ni plus, ni moins. C'est paradoxal, je dis bien, ni plus ni moins. Bon, alors à un moment donné, j'étais sur le point de mourir et j'ai retrouvé un camarade belge qui m'a dit « Oh Maurice, mais t'as pas bonne mine, t'es sur le point de mourir. » Et oui, et là, je suis en train de mourir et malheureusement, je ne peux rien faire pour améliorer mon sort. C'est horrible, mais toi-même, tu es quand même mieux que moi. Tu dois travailler dans un commando privilégié. Il dit « Oui, moi, ce qu'il y a, la différence avec toi, c'est que je travaille dans l'usine, je travaille pas dehors à porter les rails et à faire tous les travaux de dehors. Moi, je seconde un contre-maître et tout notre commando, parce que je dois vous dire, je fais un aparté, un commando, c'est 20 déportés, un capot, un responsable déporté, encadré donc par nos gardes. Bon, quand on arrivait, donc, alors là-dessus, je refais un petit tour en arrière. Lorsque j'ai retrouvé ce camarade-là, il m'a dit, voilà, tu as de la chance dans ton malheur, c'est qu'un camarade est décédé, il faut le remplacer. Alors, comme je suis bien avec le capot, je vais te présenter à lui, et puis je crois que tu seras bon pour venir nous rejoindre. Et le soir même, il est venu me chercher, parce que je lui ai dit dans quelle baraque j'étais. Il est venu me chercher, il m'a présenté donc à son capot, qui était très gentil, un très brave type. Et il m'a dit, bon, bah écoute Maurice, tu vas aller chercher tes clics et tes claques. Bah, je dis, c'est facile, sans sur moi, j'avais rien d'autre. Il dit, bon, maintenant, on va les prévenir le responsable de la baraque que tu as déménagé. Et à partir de demain matin, tu fais partie donc du commando. Et là, j'ai eu une surprise extraordinaire de retrouver des camarades que j'avais connus d'abord. Pour moi, c'était très important parce qu'il fallait avoir des liens, rester toujours isolé, toujours à prendre des coups dans la misère. C'est que c'est un commando de spécialistes. Mais alors, il fallait nous voir marcher au pas, et j'entendais les Allemands qui disaient, mais ces salauds-là, ils marchent au pas aussi bien que nous. Et ils nous autorisaient à chanter sans parole en allant sur le chantier, à la fabrique. Bon, alors, en définitive, quand je suis arrivé dans ce nouveau commando, j'ai un contremaître qui est venu, et mon responsable déporté lui a dit, ben voilà, je vous présente Maurice. Maurice, je te présente ton ingénieur. C'était on le surnommait parce qu'il y a une déformation de la voix. Même les Allemands ne le comprenaient pas. Et moi, ça m'a été c'était très bon pour moi, parce que comme j'ai appris un peu entre les yiddish, l'allemand, enfin bref, j'ai commencé à apprendre. J'étais l'interprète, et donc il avait besoin de moi. Donc c'était bien s'il était tenté de changer. Alors, où je voulais en venir, il dit non, vous pouvez être tranquille, il est sérieux, vous n'aurez pas de problème, il va vous écouter. L'ingénieur m'a mené au lieu de travail, et là, j'ai découvert en entrant, d'abord, dans la fabrique, c'était chauffé. J'ai découvert une énorme fabrique, où, dans cette fabrique-là, dans le bâtiment où j'étais, il purifiait, voilà, le charbon arrivait, était extrait du lieu où nous étions Bléchamer, à côté. Ce charbon était écrasé, purifié. Ils en faisaient des briquettes, non pas pour la consommation chauffage, mais de ces briquettes de charbon, ils en faisaient des dérivés, ils faisaient du carburant, du caoutchouc, évidemment tout ça synthétique, de la margarine. Les déportés ne travaillaient pas sur ces machines-là. Vous devez deviner pourquoi. Puis d'autres matières synthétiques, les interrupteurs, et peut-être d'autres choses que j'ignore. Mais dans la fabrique où j'étais affecté, je devais seconder un ingénieur électricien.
Alors je suis arrivé, il m'a montré, il y avait un énorme transformateur de, je ne sais plus, 50 000 volts. Et il m'a dit, voilà, nous devons installer, c'est un bâtiment qui est en cours de construction, nous devons installer tout le système électrique, tu seras mon second, mais je te préviens, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu changes de commando et tu seras transformé en savon, en savonnette à Auschwitz. Alors là, j'ai fait un aparté, je me suis dit, quoi? Moi, Maurice Aubréjean, le plus beau bébé de France, savon cadum, on va me transformer en savon d'un cadavre. Oh, non, si j'ai pensé ça, mais un éclair, vous savez, dans ces cas comme ça, c'est incroyable. On se dit, je vais mourir, et à ce moment-là, on voit toute la vie qui défile, c'était ça. Alors j'ai dit, non, je vais bien travailler. Enfin, j'ai obtenu sa confiance, et de fil en aiguille, ça m'a sauvé la vie, disons. Pendant que les autres mouraient, moi j'étais au chaud et je suis devenu indispensable. Et à ce point, c'est que, comment dirais-je, au point de vue outillage, les ingénieurs, les contremaîtres donnaient des jetons et envoyaient leur second pour aller au magasinage pour chercher les outils. Et pendant que j'allais donc au magasinage, j'avais l'occasion de faire des sabotages. Alors je suis devenu un espion, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais enfin c'est quand même intéressant de savoir. À un moment donné, il y avait des filtres à charbon, et quand l'usine s'est mise à marcher, qu'est-ce que c'est qu'un filtre à charbon? Ça faisait plusieurs mètres de hauteur, c'était assez large, ça faisait peut-être 3 mètres de large, c'était énorme. La poussière de charbon passait, les pierres, les cailloux partaient d'un autre côté, et à un moment donné, il y a eu un bombardement. Pendant le bombardement, je suis sorti, et je m'étais confectionné un couteau. J'ai coupé tous ces filtres en flanelle que j'ai dissimulés. Et quand la fin de l'alerte a eu lieu, quand ils ont fait marcher l'usine, c'était au dernier étage, c'était au 5e ou 6e, je ne sais pas. Toute l'usine était envahie de poussière de charbon. Alors après, ça a été atroce, au point de vue représailles, il y a eu des commandos qui ont été exterminés. C'était surtout parce qu'ils ne revenaient pas trop à l'idée que c'était des déportés. Et puis quand la Gestapo et la police du chantier est venue enquêter, ils s'entretenaient avec mon ingénieur, il dit, c'est quand même curieux, vous n'avez pas une idée qui a pu le faire, parce qu'on a exterminé, mais on n'est pas sûr de tenir le bon. Il dit, mon second et moi, nous on travaille, on ne s'occupe pas de ça. Alors, comment dirais-je, il me couvrait et c'était moi le saboteur. Pour vous dire, ça c'est un exemple. Et une autre fois, alors ça c'est sabotage, j'en ai fait pas mal, je suis devenu espion. Alors comment peut-on devenir espion dans un camp de concentration? Un jour j'étais affecté à réparer donc des machines, j'étais seul à un étage, et pas loin de moi il y avait un prisonnier de guerre anglais. Alors ce que j'ai omis de vous dire tout à l'heure, c'est qu'à l'endroit où nous étions, il y avait des camps de différentes compositions. Alors, il y avait des camps qui étaient faits pour les prisonniers de guerre, mais donc prisonniers de guerre anglais, mais comme il n'y avait pas beaucoup d'Américains, ils les mettaient avec les Anglais, même expression. Il y avait des camps de prisonniers de guerre français. Et après, il y avait des camps de volontaires de différents pays de l'Europe, dont des Français. Et puis, il y avait les autres qui étaient contre le STO. Et moi, je me trouvais donc, j'en fais un tour en arrière, seul à l'étage, et à côté de moi, il y avait un Américain, Bob, qui parlait français, et je le regardais, je suivais son regard, et de l'autre côté, au même étage, il y avait un groupe de femmes ukrainiennes du service de nettoyage, sous la surveillance d'un contremaître allemand, qui balayait, parce que de la poussière de charbon, il y en avait, je vais vous dire. Et en suivant son regard, j'ai vu qu'il y avait donc une Ukrainienne qui souriait à mon prisonnier américain. Alors j'ai suivi le regard, j'ai dit, alors Bob, on est amoureux? Il dit, oui, je suis amoureux, c'est vrai. Et il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Regarde, elle est là-bas, moi je suis là. Je dis, et si moi, Maurice Aubréjean, je peux t'arranger ton cou? Il dit, alors là, Maurice, tu peux pas savoir. Je dis, écoute, voilà ce que je peux faire pour toi. Donne-lui un rendez-vous sur un bout de papier. Alors après un bout de papier, il a donné un rendez-vous. Ce qui a marqué dessus, j'en sais rien. Mais ce qui est amusant, j'ai fait semblant d'aller au magasinage. Quand je suis passé non loin, j'ai vu la jeune Ukrainienne, j'ai fait un clin d'œil. Elle m'a fait un clin d'œil pendant que leur garde tournait le dos. Et quand je suis revenu, soi-disant, donc du magasinage,
J'ai repris mon bout de papier et 48 heures plus tard, mon Américain, je l'ai retrouvé toujours dans les étages. Il a sorti sa musette et il m'a dit « Tiens Maurice, c'est pour toi ». Et il m'a sorti quoi? C'était une boîte de rations militaires, c'était du beurre. Et je dis « Mais Bob, je te remercie, c'est du beurre ». Il me dit « Oui, mais tu pourras beurrer ton pain ». Je dis « Du pain pour ce que j'en ai ». Puis il dit « Donc, je dis, tiens, dégoûtant, toi, c'était bouffé par les rats ». Je dis « Maurice, c'est la guerre, tu coupes le morceau qui va pas ». Il dit « Bon, je compatis ». Il dit « Tiens, voilà ma portion de pain ». En conclusion, je me suis mis dans un coin. Je me suis fait un repas extraordinaire. Et de fil en aiguille, j'ai appris que lui était en relation avec la résistance polonaise, parce qu'il y avait les Polonais qui travaillaient à la fabrique, qui eux étaient en relation avec les Polonais dehors. Alors je me suis confié à lui. Je lui ai dit que j'étais un espion et que j'avais la possibilité donc de soustraire des documents, parce que j'allais dans des bureaux, j'étais électricien. Alors il dit, écoute Maurice, on peut faire quelque chose. Je dis d'accord. Alors pendant plusieurs fois, j'ai soustrait à l'attention donc des autorités allemandes, surtout pendant les bombardements, des documents que je mettais en dessous de ma chemise. Parce que je sortais, quand il y avait l'alerte, c'était dans la cave, je sortais par un endroit qui était non gardé, que je connaissais mieux que les Allemands, parce que ceux qui nous gardaient, ils repartaient sur le fond de temps à autre. Mais moi, je connaissais la fabrique, puisque j'avais aidé à la construire. Alors donc, je le cachais des endroits, alors que l'Américain retrouvait la conclusion. Un Français qui était plus français, en Pologne, dominé par les Allemands, donnait des documents secrets allemands, un Américain, qui remettait à la résistance polonaise et ça montait à Londres. Voilà. Ce qui fait qu'à la fin de la guerre, je suis devenu commandant honoraire de l'armée américaine, mais ça c'est... Peu importe, mais non, mais c'est pour vous dire que quand on est courageux et qu'on veut garder espoir, il y a souvent, les événements des fois sont plus forts, mais si on se laisse aller, on n'a aucune chance. Donc en gardant espoir, j'ai toujours gardé espoir, j'ai aidé des camarades, j'ai sauvé des camarades, on m'a sauvé, nous avions une entraide, mais nous avions deux choses pour nous, notre jeunesse et le commando quand même qui était privilégié, il faut dire. Si on essaye d'inscrire ceci sur un fil chronologique, en fait, la période où vous travaillez à l'extérieur, où vous transportez les sacs de ciment, etc., cette période extrêmement dure physiquement et moralement, que vous avez décrite, c'est combien de mois? C'est entre quelle époque et quelle époque? Disons, c'est à peu près, jusqu'à la fin de 42. J'ai travaillé à l'extérieur, en début 43. Je suis rentré comme tout. Et là, à ce moment-là, vous avez peu d'amis, de proches ou j'ai eu quelques relations. D'ailleurs, j'ai retrouvé à un moment donné à l'endroit où on se lavait les mains, parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était terrible. Il n'y avait pas beaucoup de points d'eau, et puis il y avait malheureusement encore beaucoup trop de déportés. À un moment donné, il y a un homme qui me dit « Alors Maurice, je suis content de te revoir ». J'ai tourné la tête, je ne reconnais pas, qui êtes-vous? Il dit, mais tu ne reconnais pas? Je suis baron, boulevard de Strasbourg, on est voisins, tu fréquentais ma fille, tu voulais l'épouser. Oh, c'était une plaisanterie entre nous, bien sûr. J'ai dit, non, je ne reconnais pas. Alors, on se reconnaissait, mais lui m'a bien reconnu. Et puis, on avait pris rendez-vous le lendemain, puis le lendemain, il est parti pour un commando à l'extérieur. Oui, j'ai eu quelques petites relations comme ça de camarades, on s'entraidait tant qu'on a pu, mais je dois vous dire qu'en dehors de ça, ça, c'était avant Bléchamer. Après Bléchamer, il y a eu plus, puisque c'était des commandos plus suivis, puisque j'ai pas changé de commando. Jusqu'à l'évacuation devant les Russes, j'étais toujours dans ce commando-là. Puis il n'était pas question de nous en changer, parce qu'à un moment donné, on a voulu nous changer. Mais c'était la direction supérieure de l'usine qui a protesté vis-à-vis de la direction SS. Il faut pas nous enlever ce commando de spécialistes. Ça va nuire à la production allemande. Alors du coup, ils nous ont réintégrés. Pour vous dire, à ce point, c'était incroyable. Et à Bléchamer, le rythme, la vie quotidienne, ça se passe à peu près comment? Est-ce que vous pouvez me décrire? Alors, à Bléchamer, c'est comme dans tous les camps de concentration. Il y avait les appels le matin de bonne heure. Enfin, avant l'appel, il fallait se laver, faire le lit, aller à l'appel. Après, attendre des fois des heures, comptage. Alors, je vais vous dire, quand nous étions 200, c'était facile. Mais après, quand il y a eu 5000 déportés, comptage et recomptage, des fois, il y avait des erreurs. Il fallait attendre des heures. Des heures. Et bon, alors, on allait travailler. Et puis, le soir, recomptage à l'arrivée. Après, la soupe, fallait se laver.
puis regagner les Chambrées. Mais entre-temps, je dois vous dire quand même, il y a eu quelques évasions, il y a eu des sabotages, il y a eu des pendaisons, il y a eu des choses atroces. Même à un moment donné, pour vous dire, ils nous ont réunis un soir, en rentrant, tous sur la place d'Appel, et on a vu, parce qu'il y avait des gibets, des cordons à nœuds, et on nous a dit, voilà, les SS étaient... toute la bureaucratie SS qui était là, puis on était bien encadrés, le Mirador, et en bas, SS. Il nous a lu une lettre qui provenait de l'ambassade de Hongrie. L'ambassade de Hongrie avait écrit à la direction générale des SS à Auschwitz en disant « Vous détenez un officier hongrois qui est un allié et nous vous demandons instamment de le libérer parce qu'entre alliés, ça ne se fait pas. » Alors dit voilà, ce que nous faisons des observations des autres, nous les SS, nous n'avons pas de loi. Les seules lois, ce sont les nôtres. Et là-dessus est arrivé, donc, on a entendu un grincement, et nous avons vu un chariot tiré et poussé par des déportés, et dessus, il y avait un panneau, voilà ce qui arrive à ceux qui ne suivent pas nos lois. Il avait été tapé, brutalisé, il avait une tête comme ça, et là-dessus, il a été pendu. Pour nous donner un exemple. Pour un oui, pour un non, il pendait. À quel moment vous allez passer du camp extérieur, enfin du commando extérieur, là où vous travaillez à l'extérieur, portant les sacs de ciment, à ce poste dans l'usine? C'est à quel moment à peu près? Je suis arrivé à Bleuchamer, disons, fin octobre, 3 mois plus tard. Bon, ça devait me mener à peu près au mois de janvier, je présume. Janvier 43? Oui. Oui. À ce moment-là, vous dites une chose qui est terrible, c'est que vous pensez mourant, vous pensez que vous allez mourir au moment où vous changez de poste, hein, où vous changez de travail en quelque sorte. Par quoi ça se manifeste et pourquoi vous pensez que vous allez mourir? Mon corps me l'indiquait. Je dois vous dire que ça, c'est janvier 45, mais quand j'ai été libéré non, c'est janvier 43. Quand j'ai été libéré, donc au mois d'avril 1945, lorsque les Américains m'ont pesé, les autorités médicales américaines m'ont pesé 8 jours après la libération, parce qu'entre-temps, j'ai mangé pendant les 8 jours, je pesais 35 kilos. Alors donc, je devais peser 30 kilos. 30 kilos pour 1m81. Alors donc, vous savez, il ne fallait pas être grand clair pour se rendre compte que la mort était toute proche. J'ai plus aucune réserve, j'avais plus rien. J'étais tenu. Il y avait que la volonté de résistance qui me tenait de résister, pour ne pas mourir, bien sûr. Et dans les camps, dans le système concentrationnaire, un nom a été donné à ceux qui étaient au point extrême de la souffrance physique, de la misère physique, de la maigreur aussi. C'est le terme de musulman. Est-ce que vous avez connu ce terme et est-ce qu'à ce moment-là, vous diriez que vous approchiez de cette condition, que vous étiez dans cette condition? Oh ben j'étais. J'étais la dernière extrémité. Si je n'avais pas eu la chance de revoir mon ami, j'aurais peut-être vécu, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, parce que la résistance humaine a des variations d'un être à l'autre. J'étais près de la fin, oui. Est-ce que vous étiez malade à ce moment-là? Autant qu'on puisse le dire, puisque vous étiez dans un état physique tel que c'était une maladie, mais est-ce que vous étiez atteint d'une pathologie? Pathologie, je peux peut-être mieux vous dire que entre-temps, lorsque j'ai été libéré, j'ai eu des taches aux poumons, j'ai eu la dysenterie pendant ma déportation. J'ai eu des tas de choses, mais disons, vous savez, quand on est sur le point de mourir, on sait qu'on meurt, point. Alors si vous avez mal au doigt de pied, mal à la tête, vous mourrez. Non, là c'était l'épuisement. C'était l'épuisement, c'était pas...
c'était l'épuisement, oui. Et quand vous étiez dans cette condition physique, comment se passaient les appels? Est-ce que les capots, est-ce que l'encadrement du camp avait remarqué que vous étiez dans un état extrême? Ben, nous étions dans l'obligation d'aller à l'appel. On les tirait, on poussait nos camarades qui ne pouvaient pas marcher. Ceux qui ne pouvaient plus bouger, ils restaient sur le lit et cela était immédiatement consigné dans les écritures comptage journalier. Ils allaient parce qu'entre-temps, disons, tous les jours, il y avait des morts, soit c'était sous le chantier, soit c'était à l'appel, ils mouraient n'importe où. Attendez, ça me travaille tellement dans ma tête, voulez-vous reposer votre question? Oui, je pensais aux appels, parce que vous décrivez une condition physique qui est quand même extrêmement alarmante, et qui pouvait attirer l'attention des officiers de l'encadrement du camp. Vous savez, un homme qui tombait, voilà. Après l'appel, les commandos se formaient et ils partaient au travail. Et ils s'inscrivaient évidemment tous ceux qui sortaient, et ceux qui restaient sur le sol étaient soit, s'ils étaient morts, ils allaient c'est-à-dire que... attendez, je suis en train de m'embrouiller là. À Bléchamer, c'était pas un camp d'extermination. Il y a eu un four crématoire qui a été installé par les SS, si vous voulez bien, on y reviendra tout à l'heure. Alors, bon, les morts étaient enterrés à ce moment-là. Les malades étaient dirigés vers donc l'infirmerie, mais l'infirmerie ne pouvait pas faire grand-chose, et en conclusion, soit ils mouraient tout de suite, soit ils étaient destinés à être pris en main pour être évacués sur Auschwitz pour soi-disant convalescence. Voilà, et moi-même, je sais qu'à un moment donné, ce sont mes camarades qui m'ont amené sur la place d'appel en me soutenant, et puis je me suis écroulé. Et ils m'ont laissé. Mais si vous voulez, je peux vous raconter maintenant, à la Libération, non, c'était en 1944. En 1944, je me suis écroulé, mes camarades sont partis, j'ai eu de la chance parce que il y avait des camarades qui passaient, qui travaillaient au camp avec une charrette et ils chargeaient les morts pour les mettre à ce moment-là, à la chambre, au four crématoire. Oui, les SS étaient déjà là. Et moi, quand ils étaient tombés sur la charrette, ils se sont rendus compte que j'étais pas mort. Alors ils m'ont mis de côté, ils m'ont emmené à l'infirmerie. Et ce qui explique pourquoi que j'ai pas été brûlé. Et conclusion, je suis resté une journée donc à l'infirmerie. Je suis tombé sur un camarade, c'était un Français, celui-là, médecin, qui m'a, enfin la journée où je suis resté donc à l'infirmerie, m'a retapé un peu. Et peu de temps après, j'ai pu ici depuis 44-45. Enfin, j'ai pu assister, étant au camp, à une chose incroyable, c'est que la Hongrie ayant été envahie par les Alliés, non, c'est pas comme ça. La Hongrie avait changé de politique et les Allemands ont décidé d'arrêter et de déporter tous les Juifs hongrois. C'est cela. C'est l'été 1944. Voilà, parce que tout ça s'embrouille, il y a eu tellement de choses dans la tête. Et j'ai pu assister donc à l'arrivée d'un convoi, donc de Hongrois, qui arrivait directement de chez eux. Ils ont été dépouillés. J'ai été donc, grâce à ça, je travaillais quand même, pour poser un peu, mais enfin bref, j'ai vu, on les a dépouillés, on leur a mis des loques sur le dos, et à un moment donné, c'était que de passage, ils devaient passer à Auschwitz, comme nous étions, parce que Bléchamer était à 80 km d'Auschwitz. Bon. Et à un moment donné, il y a eu encore un rassemblement pour les reprendre, pour aller à Auschwitz. Et à un moment donné, il y a un homme qui s'est élancé sur un SS pour lui prendre son arme en disant « mourir pour mourir, je veux mourir en héros et pas en victime ». Bon, il n'a pas pu aller loin, il a été mitraillé tout de suite. Et les autres disaient « témoignez, témoignez ». J'ai vu ça.
Donc en fait, si on revient dans la période où vous êtes à l'intérieur, où vous travaillez comme électricien là, à ce moment-là, ou assistant électricien dans la fabrique, ça c'est entre le début 43 et quelle Jusqu'à époque? Libération. Jusqu'à la Libération. Enfin, Libération, attendez, non. Quand je dis Libération, non, je m'exprime mal. Non, c'est-à-dire que nous sommes restés à Bléchamère jusqu'il y a eu l'avancée des troupes soviétiques. Donc, je crois que ça devait être le 20 janvier, si ma mémoire est bonne, dans ces dates-là. Bon, il y a eu l'évacuation, et là, nous avons fait différents camps de passage. Bon, mais donc, jusqu'au début de 45, c'était toujours Bléchamère. Donc là, quand vous êtes à l'usine, oui. Est-ce que votre état physique s'améliore? Oui. Oui, parce que je vais vous dire, entre-temps, nous avons touché pendant une certaine période 2 cigarettes par jour. Et que faisait Maurice Aubréjean? Quand il était à la fabrique, il ramassait de temps à autre un paquet vide. Il économisait les cigarettes et de temps à autre, il changeait ses cigarettes contre du pain. Et là, il y avait dans le camp toute une bourse des valeurs, si on peut dire les choses comme celle-là. Et des trafiquants partout. Et il y avait effectivement une possibilité de monnayer certaines catégories de denrées ou de biens, même des chaussures ou autre chose, c'est ça? C'est ça. Oui. Donc votre quotidien s'est un peu amélioré dans l'usine électrique. Oui. Et si on suit les choses, donc vous assistez à des bombardements pendant cette période-là. Oui, j'ai assisté, je les ai subis, oui. Alors, ce qui était curieux, c'est que, bon, au démarrage, quand les Allemands, il y a eu des ordres, ils ont construit des bunkers. Ils ont construit des bunkers, bon, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est destiné à une nouvelle classe, une nouvelle génération, ce que je suis en train de raconter, que sont de dire, c'était des bâtiments anti-bombes pour protéger les gens, très épais, avec des portes très blindées et tout ce qu'il en est. Et lorsqu'il y a eu les premiers bombardements après l'installation de ces bunkers, nous, les déportés, nous étions pour nous y réfugier. Et les Allemands ont dit, c'est pas pour les déporter dans les caves. C'est pour les Allemands. Et premier bombardement, c'était un bombardement avec des bombes à déplacement d'air. Déplacement d'air, conclusion, lorsque nous sommes remontés de la fabrique, nous avons découvert, et ça nous étions contents, c'est affreux ce que je dis, mais le bunker était retourné par déplacement d'air, et ils sortaient, ils auraient réussi à ouvrir une porte sur le côté, et ils sortaient les Allemands qui étaient tous morts par le déplacement d'air. Et nous disions, vous êtes condamnés tout seul. Toute petite anecdote. Donc, est-ce que vous pouvez me parler de ce moment crucial où les Russes approchent? Oui. Est-ce que vous avez, d'ailleurs, durant toute cette période, jusqu'à ce début de l'année 1945, est-ce que vous avez eu des nouvelles de ce qui se passait dans le monde? Alors, avant janvier 45, il y a 2 catégories là. Si vous voulez bien, je vous parlerai après en 45. Oui, parce que vu que j'aidais un ingénieur électricien qui s'occupait donc de l'installation donc de toute l'usine et après l'entretien, j'étais donc en contact avec des gens de l'extérieur et des fois il arrivait que mon ingénieur ayant différentes responsabilités m'en confiait. Donc je devenais le second. Et à ce titre, je vous prie de m'excuser de dire ça, mais je veillais à ce que le travail soit fait selon la directive de mon ingénieur qui était responsable des travaux. Et notamment, un jour, il y a eu un commando de travailleurs. C'était des prisonniers de guerre français qui creusaient les tranchées pour installer des tuyauteries. Et dans le tas, il y en a un que je connaissais, il me dit « Ouais, dans le fond, c'est les salauds, et puis vous, les Juifs, il s'est retourné contre nous, parce que c'était évidemment la faute des Juifs, s'il a été prisonnier de guerre, et tout ce qui en découlait, c'est bien fait pour vous. » Je lui dis « Écoute, t'as pas honte, même encore maintenant, toi, prisonnier de guerre, tu es privé de liberté, tu es encore sous ce... Mais, je dis « Mais écoute, puisqu'il en est ainsi, je vais te prouver qu'un Juif, comme tu dis, qui est en camp de concentration, qui n'a pas de pouvoir, tu vas avoir de mes nouvelles. » Et le soir, il me dit, quand le travail était fini, « Ton ingénieur, c'est un salaud, il m'a fait travailler, j'en peux plus, c'est moi qui faisais toutes les corvées. » J'ai dit « Non, tu te trompes. Le travail qu'il t'a fait faire, c'est moi qui ai dit que tu étais un tireur au cul. Et c'est pour ça qu'il t'a fait travailler toi. »
Le lendemain, il est venu à moi, il m'a dit, Maurice, je te prie de m'excuser, j'étais un grand imbécile. Je te prie de m'excuser, j'étais pas digne. Pour vous dire, vous voyez, quand on est digne, quand c'est garder son... Voilà, j'ai une leçon. Alors oui, alors pour en revenir donc aux communications, donc j'ai eu l'occasion de voir assez souvent des prisonniers de guerre anglais, qui étaient électriciens aussi, et ils me tenaient au courant de ce qui se passait parce que le camp de prisonniers de guerre anglais avait un poste récepteur clandestin. Et ce poste récepteur clandestin servait évidemment à entretenir le moral. Et c'est moi, après, lorsque je savais, que je disais à mon ingénieur comment que ça se passait, parce qu'il savait en définitive, mon ingénieur, parce que nous avons réussi au démarrage à avoir une communication de la manière suivante. Au démarrage, il m'a dit, Maurice, bon, nous, je sais ce qu'il en est en Allemagne, et toi en France, raconte-moi comment que ça se passe. Ah, ça c'était tout à fait au début, lorsque premier contact. J'ai interdiction de parler aux civils, interdiction de parler aux autres. Il dit, écoute, tu vas pas me raconter des histoires. Moi, tu vois, quand je lève la main, je fais à Hitler. Je dis, moi, mon plus grand souhait, j'ai fait 7 enfants de ma femme, je veux que la guerre finisse, je veux faire un 8e enfant, je veux la paix. J'ai un de mes neveux qui est sur le front russe et un de mes cousins qui est mort. Non, qui est en camp de concentration. Alors il dit, tu sais, alors tu peux me parler librement. Alors je lui ai expliqué ce qui se passait en France, si dans le fond, ce que vous faisiez en France, nous, en Allemagne depuis 1933. Et après, comme on avait une petite sympathie, mais attention, il fallait quand même que je travaille, autrement, il ne me faisait pas de cadeau. Et je lui indiquais à l'allemand ce qui se passait sur le front. Bon, et quant à la question de 1945, à un moment donné, tout à fait au début du mois de janvier, les autorités du camp nous ont fait... Tous les SS étaient là, ils nous ont dit aujourd'hui, c'était à l'appel le matin, vous n'allez pas travailler parce que nous avons reçu des ordres de la direction de la fabrique qui trouve que vous ne travaillez pas assez, alors vous allez vous reposer quelques jours, ça vous fera le plus grand bien. Et à ce moment-là aussi, il y avait 5000 dans le camp. C'était plus le même, c'était pas Béchamer. C'était dans le dernier camp où j'ai été libéré. C'est faux, c'est la libération. Alors les SS n'en pas large parce qu'ils étaient, je sais pas, admettons 5000 déportés, il y avait peut-être 10% de SS, 8% de SS. Pour 5000 là, mais ils craignaient pas trop parce qu'ils se sont dit si jamais on se révolte, il va y avoir des morts, mais nous aussi on va mourir. C'est faux, c'est la libération, les Russes sont là. Et juste, c'était une coïncidence parce qu'il y avait un Yat, c'est un avion de reconnaissance soviétique, avec l'étoile soviétique, avec un aviateur qui passait, qui avait ralenti et qui nous faisait comme ça. Eh ben, les Allemands n'étaient pas contents, pas contents du tout. Et là, ça a été jusque donc où les Soviétiques ont avancé, mais ce ne sont pas les Soviétiques qui nous ont libérés. Mais alors, si vous voulez, je peux continuer là-dessus ou on revient en arrière, comme vous voulez. Moi, j'ai quelques petites questions avant d'en venir là, parce que c'est effectivement, on est dans le bon fil là. C'est pour séjourner encore un moment à Bleshammer avant de changer de cadre là, puisque ça va être ce qui nous attend. Une question au sujet des tentatives, des évasions. Est-ce que vous-même, vous avez décrit une activité d'espionnage, de sabotage? Donc vous êtes dans une perspective, disons, résistante, si on peut employer les termes de cette façon-là, à l'intérieur du camp. Est-ce que vous-même, éventuellement avec d'autres, vous avez envisagé de tenter quelque chose? Est-ce que quelques-uns ont tenté quelque chose? Sur la quantité de déportés qui étaient à Bleshammer, il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à s'évader du camp où nous étions, et cette personne est partie pour Londres, et lorsque cette personne a témoigné, ils ne l'ont pas cru. Alors comme ils ne l'ont pas cru, il s'est suicidé pour montrer donc aux autorités anglaises que c'était vrai. Et ce que je peux vous dire, ce qui lui a facilité lui, c'est qu'il était polonais et il habitait pas loin du village, donc il a eu des connexions. Et des gens qui ont tenté de s'évader ont été rattrapés très vite fait parce que premièrement, nous n'avions pas beaucoup de force physique. Deuxièmement, nous étions très reconnaissables, même habillés d'une autre manière, parce que nous étions tellement maigres. Les cheveux rasés, et n'oublions pas un tatouage, nous sommes encore venus, nous nous souviendrons, parce que dans le camp où nous étions, au démarrage, c'était la police, après il y a eu la SS. Alors au point de vue tentative d'évasion, oui, moi je me suis... Premièrement,
attendez, on va revenir dans le fil des choses. Si les Soviétiques n'avaient pas lancé leur offensive à la date, j'étais sur le point de m'évader. J'avais déjà des vêtements civils qui étaient préparés et cachés à la fabrique. Et j'avais un point qui me manquait avec les Français, j'avais la connexion, mais c'était les faux papiers. Parce qu'il fallait sortir, c'était surveillé. Je devais sortir avec un groupe de Français et être pris en compte et rejoindre la résistance polonaise. J'avais cette filière-là. Mais il y a eu l'évacuation et je n'ai pas pu m'évader. Mais je me suis évadé quand même dans la longue marche, parce qu'il y a eu l'évacuation. Ça, c'était à janvier 45. Mais autrement, pour s'évader, c'était pas possible. On va en parler. Vous avez mentionné le tatouage. Alors, oui. À quel moment ça s'est passé, ça? Alors, je dois vous dire que, voilà, jusque fin mars 1944, nous étions sous la surveillance d'Allemands, la police allemande. Ils s'étaient habillés en bleu, ils n'étaient pas meilleurs que les SS, mais enfin, bon. Nous sommes partis, comme tous les matins, au chantier, et le 1er avril, le soir en rentrant, 1er avril 1944, poisson d'avril, c'était plus la police, les SS, c'était plus camp de travaux forcés pour juifs, c'était camp de concentration. Les SS, plus de police. On est rentré, on nous a rassemblés, et immédiatement, on est passé à des bureaux, c'était tout préparé. On nous a refait faire des papiers, parce que je dois vous dire, j'ai omis de vous signaler, c'est qu'en arrivant dans le premier endroit, à l'arrivée, il y avait quelqu'un qui a pris notre identité, qui nous sommes, d'où nous venons, l'instruction, fils de, ainsi de suite. Ça, c'était noté. Et le 1er avril 1944, lorsque les SS sont arrivés, nous sommes passés, donc, et là, rebolote. Alors, le nom, le prénom, l'identité, profession, tout ce qu'on découle. Et ils m'ont mis un numéro, que je porte là, d'ailleurs, 178 177. Mais ça, c'est le numéro qui correspondait à Auschwitz. Mais moi, je suis arrivé en 42, et ça correspondait à leur numérotation de 44. Et là-dessus, ils nous ont enlevé tous nos vêtements civils, et nous avons reçu des vêtements rayés, et avec le numéro qui correspondait au tatouage. Et à côté de ce numéro, il y avait des étoiles, non pas des étoiles, des triangles, avec différents coloris. Donc, pour nous, les Juifs, c'était jaune. Enfin, moi, j'en ai eu un rouge, politique. Vous avez eu un politique? Oui, j'ai eu un politique, oui. Et ça, vous l'attribuez à quoi? Je sais pas, je comprends pas. Je sais pas vous dire, je sais pas. Alors, et aussi, encore une surprise, c'est que l'alimentation s'est légèrement améliorée. Il y avait moins de trafic. Je sais pas. Et puis aussi, autre surprise, eux, ils nous ont installé un four crématoire. Modernisme. C'était les SS. Qui on envoyait dans ce crématoire? Ils ont envoyé les morts, bien sûr. Parce qu'à Auschwitz, c'était les gens qui... C'est après la chambre à gaz. Et là, c'était les gens qui étaient morts. Mais pas besoin de chambre à gaz. Parce que nous, c'était pas un camp d'extermination, c'était un camp de travail. Tandis que là-bas, c'était le camp d'extermination. Alors racontez-moi donc les derniers temps à Bleshammer. Alors les derniers temps à Bleshammer, étant donné que nous étions devenus un camp de concentration et non plus un camp de travaux pour juifs, nous avons eu des gens de passage qui venaient donc notamment de France, de Belgique. Et là, inutile de vous dire que je courais quand je savais qu'il y avait des nouveaux pour voir si par hasard quelqu'un était au courant, ayant passé par tel camp ou tel camp, s'il y avait des nouvelles donc de ma famille. Et il y avait des gens qui avaient été arrêtés bien après nous, alors on connaissait un petit peu la vie en France. Et en dehors de ça, ma foi, vous savez, c'était la vie concentrationnaire, que puis-je dire de plus. Vous travailliez encore à ce moment-là? Jusqu'à la fin, nous avons travaillé jusqu'à la fin à Bleshammer, jusqu'au moment donné où on nous a dit, maintenant, tout le monde va sur la place d'appel, évacuation. Alors, tout le monde est sur la place d'appel, et puis nous avons fait une longue marche. Nous avons fait beaucoup je ne sais plus, entre 700 km et 1000 km, je ne me souviens plus. Il y a le nom de nombreuses villes. Je suis passé en définitive, au point de vue grande ville,
enfin Grand Camp, pardon, Gross-Rosen, Buchenwald surtout. Et après, j'ai terminé mon temps dans les camps de concentration à Langenstein, qui était un commando de Buchenwald. Mais lors de la longue marche, je dois vous dire, c'était terrible, parce que tout le long de la route, c'était une route où il y avait beaucoup de cadavres, parce que nous n'étions pas les premiers, nous n'étions pas passés les derniers sur la route. Un homme qui tombait, les SS, il tirait. Et là aussi, je me suis évadé du convoi. Je me suis évadé et je suis arrivé à une ferme isolée et je demandais, j'avais peur. Je me dis, ça y est, où je me fais descendre, je me fais pas descendre. Bon, c'était des fermiers, ils m'ont vu maigre, ils ont bien vu que... attendez, c'est que je me suis évadé plusieurs fois, là. Je me suis évadé... Oui. Bon, alors, je m'étais évadé, et j'étais donc à la ferme, et ils m'ont donné des pommes. Alors, les pommes, j'avais une ceinture, que je m'étais fabriquée avec une ficelle, j'ai mis ça dans ma chemise, et je me suis dit, Maurice, qu'est-ce que tu fais? Tu t'évades, tu vas chercher, parce que j'entendais ça partait de tous les côtés. D'un côté, il y avait les Russes, d'un côté, il y avait les Américains. Maurice, tu vas aller où? Et j'ai réfléchi, mes camarades mouraient de faim. Je dis, je vais réintégrer la colonne pour nourrir mes camarades. J'ai manqué de me faire tuer en m'évadant. J'ai manqué de me faire tuer en regagnant le convoi. Et par solidarité, ça m'a coûté 3 mois de concentration en plus. Parce qu'en définitive, j'étais libéré 3 mois plus tard. Pour vous dire ça, c'est mon caractère. Donc en fait, ça se Oui. passe au mois de janvier 1945. Oui, Et vous marchez pendant plusieurs jours, c'est oui, ça? oui. Et c'est à quel moment, à partir du début de l'évacuation, à quel moment vous décidez de cette évasion dont vous me parlez? Ça, je dois vous dire, c'est marqué dans mon livre parce que j'ai tout noté, mais là de mémoire, j'ai tellement de choses, je peux pas. Mais l'évacuation a eu. Bon, nous sommes partis, admettons, le 20, on a peut-être marché, je me souviens pas vous dire, peut-être 3 semaines. Bon, janvier, bon, ça c'est, disons, fin février. Et là, bon, au cours de de ce qu'on appelle les marches de la mort, hein, Oui, au cours de cette marche de oui. la mort, est-ce que vous pouvez me décrire comment ça se passe, hein? Comment marches de la mort. s'organise la colonne, qui Oui. surveille, et Oui. combien de temps on marche chaque jour, etc. On marchait de l'aube jusqu'à la fin, jusqu'au moment où ils ne pouvaient plus voir. Eux, parce que nous ayons encadré évidemment tous les, à peu près peut-être, comment vous dire, tous les 8 mètres, 10 mètres, il y avait un SS tout le long de la colonne. Alors il y avait tout à fait au début de la colonne, il y avait un chariot avec des vivres et surtout des munitions. Des munitions pour eux les SS, tout à fait au début, tirés par des chevaux. Tout le long de la colonne, il y avait évidemment des SS, et puis des SS qui fermaient la marche. Et pour manger, on nous avait donné un bout de pain aussi pour la marche, mais en définitive, on s'arrêtait lorsque la nuit, on ne pouvait plus marcher. C'est-à-dire, comme ils avaient peur des bombardements et tout ce qu'il en est, ils s'arrêtaient eux, surtout pour se reposer eux, les SS. C'était pas pour nous faire cadeau à nous. Alors bien souvent, on était enfermés dans des granges. Et justement, dans une de ces granges, j'avais en dessous ma tenue de déporté rayé, j'avais mon costume civil que j'avais réussi à avoir, et comme j'avais pas les papiers, j'avais pas pu m'évader, donc déjà, et ça faisait un bout de temps de cela, donc j'avais enlevé mes vêtements donc de déporté, j'ai dit à mes camarades qui étaient auprès de moi, je dis, tu me couvres, moi je m'évade. Alors j'ai creusé un trou sous la porte, et là, c'était un endroit où il y avait des chevaux. C'était une très grande écurie. J'ai écouté. Il y avait une sentinelle qui faisait le tour et je me suis évadé. Et en m'évadant, j'étais un peu plus loin. Je suis arrivé dans un endroit où il y avait des vaches. Et il y avait un civil qui trayait les vaches. J'ai commencé à lui parler. Il m'a dit, moi, je suis un civil russe déplacé. Et moi, je peux pas t'aider, camarade, parce que j'étais un civil, j'étais un travailleur français, hein, j'ai surtout pas déporté. Hein. Et puis, il m'a dit, je vais voir. Et il est parti, et puis il est revenu un petit moment après, il m'a dit, pas de problème, on descend avec des provisions. Et dans l'instant qui a suivi, j'ai eu la stupéfaction de voir le commandant des SS. J'étais tombé chez le maire.
Le commandant SS, et puis il y avait la femme du maire avec une tartine beurrée. Je louchais. Je ne savais pas sur quoi je devais loucher le plus. Je crois que c'était plutôt ceux de commandant SS, mais n'empêchait, je le regardais bien. Et puis il y avait le mari, il y avait le maire. Alors, elle dit, ah bon, alors c'est vous le civil français, ça c'est le maire, qui a faim. Bon, ben voilà, vous allez voir une tartine. Et là-dessus, le commandant SS, il dit, non, 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 c'est pas un civil français, ça c'est un Häftling. C'est un déporté qui s'est évadé. Mais non, j'ai dit, je ne suis pas un déporté, je suis un travailleur civil. Relève ta manche. Je t'ai tué. Alors, j'ai pas perdu le nord, pour vous dire. Il y a des moments extraordinaires dans la vie. Je me suis emparé de la tartine et je suis parti en zigzagant. Je peux vous dire qu'un bruit de balle, ça fait pige, 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 j'en ai entendu. Je suis repassé par le trou que j'avais fait. J'ai jeté mes vêtements civils. J'ai remis mon habit de déporté. Je me suis remélangé avec les autres et j'ai partagé ma tartine avec mon camarade, mon complice. Oui, toujours l'entraide. Et à un moment donné, la porte s'est ouverte. Le commandant SS s'en vers. Où il est, ce salaud qui s'est évadé, que je le descende? Il est complètement fou. Qui est-ce qui allait se présenter pour se faire tuer? Là, vous pensez bien comme il ne pouvait pas reconnaître. Et là-dessus, il y avait à côté de lui, il y avait la femme du maire et le maire. Et la femme du maire dit, écoutez, de toute manière, il est revenu, il n'y a pas de problème, laissez tomber, c'est pas intéressant. Voilà, pour vous dire une autre évasion. Oui, j'en ai fait plusieurs. Donc là, vous allez d'un camp à un autre, en fait. Hein. C'est à ce moment-là que vous atteignez notamment le camp de Buchenwald. Buchenwald, oui. Où je suis resté une 8aine de jours. Oui. Il faut pas m'excuser, deux mots sur Buchenwald. Alors, pour ce que j'ai pu constater, Buchenwald était un camp très très bien tenu. Je parle toujours évidemment tenu par les déportés. Il était très bien tenu parce que c'était tenu par les politiques, par les communistes. Et les premiers déportés qui étaient là, c'était des gens qui étaient là depuis 1933. C'était très 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 bien tenu. Et là, bon, nous sommes restés 8 jours. Nous avons eu une surprise d'avoir une bonne soupe. Curieux. Mais par contre, la nuit, c'était une autre surprise parce que j'étais placé, ma baraque était juste en face du bloc cobaye. Et on entendait les hurlements parce que les Allemands, les SS, avaient leurs médecins qui faisaient des expériences sur les déportés. Ils les tuaient, ils les inoculaient des maladies pour l'avancée de la race aryenne, n'est-ce pas? Alors on tuait les Juifs. Remarquez, à Buchenwald, il n'y avait pas que les Juifs, hein, attention, parce qu'on dit souvent les Juifs. Non, dans les camps de concentration. Nous, nous étions en camp d'extermination, en principe. C'était donc les Juifs et les Gitans. Et les Gitans, il ne faut pas oublier les Gitans, pauvres camarades. Bon, alors là, c'était des résistants, disons, des politiques, des résistants. Il y avait de tout, hein. C'était très très bien géré. Donc, alors je dis, on a une meilleure soupe. D'un autre côté, on entendait. Et là, j'ai appris que la femme du commandant, il y a eu une femme du commandant qui faisait tuer et les porter pour faire tanner la peau, pour faire des lampes de bas-jour. Moi, je n'ai pas connu cette période, mais c'était avant que moi je sois évacué là. Vous avez appris ça comment? J'ai appris ça par les déportés, des cadres qui, eux, étaient restés dans le camp. Vous restez une 8aine de jours à Buchenwald. Voilà, et après nous partons. Est-ce que vous connaissez des gens dans le camp à Buchenwald? Est-ce que vous êtes encore avec des gens qui sont proches de vous? Oui, oui, toujours notre petit groupe. Toujours. Sauf ceux qui sont morts entre-temps, bien sûr. Oui, toujours scindés. Oui. Buchenwald, c'est à quelle époque, hein, là? Eh bien, là, c'était février 45. Février 45. Ouais. Et de Buchenwald, vous partez où, alors? Un petit camp à côté, un commando, parce que Buchenwald, c'était la maison mère, donc de tout l'ensemble. Il y avait beaucoup de petits camps autour. Là, nous sommes partis pour Langenstein. Alors là, c'était un camp... ils creusaient, ils creusaient des tunnels comme dans le métro, de l'apparence en premier abord. Et là-dedans, il y avait des usines qui fabriquaient de l'aviation Henkel. Et pour ma part, nous qui arrivions donc des autres camps, on avait le travail le plus dur, bien entendu. On creusait au marteau-piqueur, ciment, encore toujours le même topo. C'était la mort au quotidien. C'était terrible à Langenstein. Et je dois vous dire que quand on est arrivé, ils nous ont dit, on sortait du train, on a marché un peu, on est arrivé donc à Langenstein, appel sur la place. Voilà, ici vous êtes à Langenstein. Alors, ici on rigole pas. Hein. Les Juifs avancent d'un pas.
Mes camarades se sont avancés d'un pas. Bon, moi, je dis, moi, je suis plus juif. Pour avoir que des coups, pourquoi être volontaire pour avoir des coups? J'étais devenu plus juif, j'étais résistant tout court. Mais Maurice, non. Bon, alors ils ont eu les commandos les plus mauvais. Et mais comme j'étais plus juif, eh ben, j'étais dans un commando qui était moins dur. C'est terrible ce que je vous dis. Puis à un moment donné, il y en a un qui a vu, à un moment donné, j'ai ma manche retroussée. Parce que je dois vous dire que quand je suis arrivé à Buchenwald, on m'a donné un autre numéro. Un autre matricule. On a recommencé parce que c'était comme c'était Auschwitz, c'était resté à Auschwitz. Ils n'avaient plus les matricules. Il fallait qu'ils recommencent la numérotation et pour savoir selon leurs statistiques. Alors quand j'avais passé les statistiques, on m'a fait un autre tatouage. 124, 144. Et j'ai dit aux camarades, parce que c'était pas les SS, c'était sous les ordres des SS, mais les camarades déportés, je dis, tu te rends compte quand je vais te voir à la libération? Il dit, Maurice, t'inquiète pas, le temps passant, tu verras, ça s'effacera. Et j'ai constaté 6 mois plus tard, j'ai compris ces paroles, c'était les résistants, ils avaient trafiqué l'encre, c'est parti 6 mois après. Pour vous dire, c'est drôle la destinée. Alors, pour en revenir donc à Langenstein, et ben Langenstein, quand il y a eu l'évacuation, il y a eu encore une autre évacuation. Alors là, les Américains étaient très proches. Moi, j'ai dit, je ne fais plus une autre évacuation, j'en ai fait une, ça suffit. Et à un moment donné, j'entendais des coups de revolver, je m'étais caché sous des morts, dans une baraque. Et j'ai vu un camarade qui courait, poursuivi par un SS, et comme il avait de l'avance, je l'ai saisi et je l'ai mis à côté de moi sous les morts. Et comme c'était l'évacuation, il fallait qu'ils partent, ils sont partis. Et logiquement, les SS devaient tout brûler, ils avaient des ordres supérieurs, il ne fallait surtout pas laisser de traces. Mais une fois que le convoi est parti, personne n'est venu pour nous brûler. Et quand je suis sorti de la baraque avec mon camarade, nous sommes rendus compte qu'effectivement, il y avait d'autres camarades qui s'étaient cachés, Dieu merci, et nous avons formé un comité international de soutien. Et je dois vous dire qu'avant que le comité soit fait, j'ai du caractère, je me suis évadé. Là. J'ai constaté, parce que c'était les fils de fer électrifiés, barbelés, électrifiés, il y avait un trou, c'était un renard qui venait manger les cadavres, qui était passé, ou un loup, je sais rien. J'ai passé par le trou et je suis parti au baraquement des SS pour voir si je pouvais trouver des armes, comme ça s'ils viennent, qu'on puisse répondre. Je n'ai pas trouvé d'armes. Par contre, j'ai trouvé un équipement de l'Africa Corp. C'est-à-dire que le casque colonial, la tenue, tout ça. Alors, comme j'étais plein de poux et tout ce qu'en découle, je me suis jeté dans une mare. Je lui ai pris les vêtements de l'Africa Corp. Et pour pas être abattu par les alliés, paradoxal, je me suis cousu mon matricule là et au genou. Et j'ai regagné donc le camp. Et conclusion, nous avons formé un comité international. Et là, très peu de temps après, 48 heures plus tard, il y a deux motocyclistes qui sont passés et qui nous ont fait signe que le gros de l'armée arrive. Et là-dessus est arrivée une automitrailleuse qui a enfoncé la porte. Et quand le couvercle de l'automitrailleuse s'est ouvert, j'étais là. Je me souviens toute ma vie, le commandant de l'automitrailleuse, c'était un lieutenant français. C'était un résistant qui s'était engagé dans l'armée américaine lorsque la France a été libérée. Et lorsqu'il nous a dit que le gros de l'armée allait arriver, qu'il restait là pour nous sauver, il y a eu un chant de libération de 20... Moi, c'était la Marseillaise, et chacun de son pays, 22 pays différents, un chant qui s'est élevé de reconnaissance de la libération. 22. Vous étiez combien à peu près? Dans ce camp-là, c'est-à-dire, attendez, au moment où on a été libéré, voilà, ou au moment normal? Au moment normal, c'était 5000, mais là, on a été libéré, peut-être une centaine. Bon, peut-être. Et quelles pensées vous ont traversé à ce moment-là? Pardon? Quelles pensées vous ont traversé au moment où vous avez... les pensées, moi je sais, je suis là, maintenant je vais connaître la grande vérité pour mes parents. Mais je vais vous dire, les moments les plus difficiles, ça a été, je vais vous dire, 3 moments difficiles. Au moment où je suis arrivé, et puis après, il y a eu l'évolution des événements, mais où je veux en venir, c'est quand nous avons appris qu'il y a eu le débarquement en Afrique du Nord, en 1942.
Bon, alors on s'est dit, bon, en 42, ben, nous, on va être bientôt libérés. Ben, on a libéré qu'en 45. Vous voyez? Alors là, j'ai pensé, bon, ben, c'était... bon, alors je me suis dit, que va-t-il advenir de moi? Et en rentrant, bon, attendez, je fais des marches arrière parce que j'ai tellement de choses dans ma tête, tellement de choses. En définitive, quand le gros de l'armée est arrivé, il nous a emmenés dans un hôpital de campagne. Et donc, 8 jours plus tard, lorsqu'on m'a pesé, ils ont changé la balance 3 fois. Ils ne comprenaient pas, 35 kilos. Mais j'avais pris 5 kilos déjà à peu près. Vous voyez? Bon, alors en définitive, des camarades sont rentrés par le train, et moi je suis rentré avec les derniers, parce que nous avons été libérés le 11 avril, et moi je suis rentré, je crois, le 17 mai, si mes souvenirs sont bons. Je suis resté à l'hôpital américain, mais je vais vous dire une chose, le démarrage, ça n'a pas été drôle. Manger des pilules, des petits poudreries, mais quand même, le jour de la capitulation de l'armée allemande, nous avons eu un extra quand même. Un bout de poulet avec un peu de riz. Ah, on l'a chanté la Marseillaise. Enfin, les Français. Et quand je suis rentré, ben, ma foi, pas de toit, pas de travail, pas de santé. Enfin, là je vais peut-être trop vite dans mes souvenirs. Non, on va en parler, justement. Vous prenez un train, c'est ça, le 17 mai 1945 hein? Oui, je vous prie de m'excuser, mais il fait froid, là. Ah oui. On fait une pause. Donc, nous sommes le 17 mai 1945, 7 mai 1945, et vous venez de passer environ un mois à l'hôpital, c'est ça? Quel est votre état physique à l'issue de ce mois de convalescence, entre guillemets? Bah, mon état est pas, comment dirais-je, moral est déjà meilleur en un sens, c'est que j'ai retrouvé mon pays. Je suis content d'être en France, mais angoissé de ce qui m'attend, en tout, aussi bien familial et puis moi personnellement. Et puis, au point de vue santé, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, que vous dire? Quand l'avion atterrit au Bourget, un avion sanitaire militaire, nous avons descendu les marches, les honneurs militaires nous ont été rendus, si on faisait une belle jambe, enfin, c'était la moindre des choses que la France nous devait. Nous avons été pris en main par des responsables de la Croix-Rouge qui immédiatement ont fendu les foules parce qu'il y avait énormément de prisonniers de guerre qui rentraient, bien sûr. Alors eux, ils étaient nombreux, par contre. Et nous, pas nombreux, et pour cause, puisque la plupart ont été exterminés. Et ils nous ont emmenés dans les autocars, ils nous ont emmenés immédiatement à l'hôtel Lutetia. Et à l'hôtel Lutetia, nous avons été interrogés par un officier de contre-espionnage, parce que parmi nous, il y a eu, les derniers temps, des gens qui se mélangeaient, notamment des collaborateurs, ainsi de suite. Et donc, le travail de ces gens-là, moi, c'est un capitaine qui m'a interrogé, et quand il m'a posé la question, nationalité française, bien sûr, j'ai répondu, moi, je sais pas, j'ai raconté mon histoire, mais non, un décret de loi est passé, disant que tous ceux qui ont subi l'outrage, on leur a enlevé la nationalité française, c'est nul et non avenu, et que à partir du rétablissement de la Constitution républicaine, c'est nul et non avenu. Je dis nul et non avenu, malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, enfin, en sortant de là, ils nous ont dirigé immédiatement une visite médicale à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, qui a désaffecté une partie pour nous, et là, je me suis entendu dire, ah ben vous, monsieur, il faut une longue convalescence. Alors je suis resté 8 jours à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, et là ils nous ont en sortant de là, ils nous ont redirigés en autobus à Villévrard. Villévrard, c'est un endroit où on met les fous. Mais on nous a prévenu, n'ayez crainte, il y a un bâtiment qui vous est destiné, il est tout neuf, vous n'aurez rien à voir avec les fous. Et nous sommes arrivés là, et bon, nous avons été très bien accueillis, nous avions la permission de sortir, mais obligation tous les soirs de regagner donc notre domicile, donc cet établissement-là qui était régi par la Défense nationale, bien entendu. Et bon, j'ai réussi, étant là, à obtenir une paire de souliers à droite, une veste d'un autre côté, parce que j'avais reçu, je dois vous dire, lorsque nous sommes passés à l'UDCA, j'ai oublié de vous dire, ils nous ont donné le vêtement de rapatrié, une paire de souliers, une paire de chaussettes, une chemise, et puis un costume en gros drap.
On voudra. Ça, nous avons reçu. Alors, pour compléter les choses qui n'allaient pas, je demandais à un camarade, à un autre. Je m'évadais de là et puis j'allais à la recherche de mes parents. J'allais notamment à l'hôtel Lutetia et là, c'était le grand centre où il y avait des panneaux sur lesquels on marquait un tel est arrivé tel jour, un tel recherche un tel, et j'allais tous les jours et bon, j'ai créé la Croix-Rouge, je me suis mis en relation partout. Et plus le temps passait et plus mes espoirs s'envolaient. Et j'étais bien obligé de me résoudre à la vérité, j'étais orphelin. Alors pendant cette période-là, il fallait que je m'occupe quand même parce que la France m'a quand même proposé des situations, notamment l'armée m'a dit, écoutez, j'étais convoqué par l'armée, vous étiez résistant, on voudrait vous faire une carrière militaire, on a besoin d'hommes comme vous. Je dis, non, écoutez, pas question. Mais non, non, qu'est-ce que vous voulez, la liberté? Bon, ben on va pas laisser passer un homme comme vous serez convoqué par le ministère de l'Intérieur. Bon, j'étais convoqué au ministère de l'Intérieur, monsieur Bréjean, vu votre passé, on va vous faire une belle carrière, ministère de l'Intérieur. Ah ben non, attendez, monsieur Bréjean, vous n'avez pas compris, on peut vous mettre à la circulation avec un petit bâton. Parce qu'en ce moment-là, c'était le bâton blanc. Ah, j'ai dit, alors là, je plaisantais. Ah bon, vous me proposez quoi? Ben, dans un bureau, travailler dans un bureau. Dans un bureau. Mais attendez, chef! Oh, je dis non, pas chef. Vous voulez quoi? La liberté. Bon. Alors, en conclusion, je me suis occupé. Il fallait que je trouve un travail. Et il fallait que je me trouve un toit. Alors j'avais pas d'argent, j'avais pas de toit, j'avais pas de métier, j'avais pas de famille, j'avais rien. J'ai réussi, grâce à de la famille éloignée que j'ai retrouvée, à obtenir une petite chambre de service. Et puis j'ai commencé à travailler. Dès que j'ai sorti donc, de mes 6 mois de convalescence, j'ai commencé à faire des... J'étais créateur et j'étais tricoteur. Je faisais des tricots, mais pas à la main, sur les machines. Jusqu'au jour, en 1948, j'ai retrouvé un de mes oncles. Lui, il avait épousé la sœur de mon papa. Parce que quand mon papa est arrivé en France, sa sœur est arrivée en Belgique. Voilà le lien de parenté. J'ai retrouvé, il m'a dit, alors lui, c'est un Roumain. Alors il paraît que c'est une blague. Quand on serre la main d'un Roumain, il faut compter les doigts. C'est une plaisanterie. Hein. Mais pour vous dire, ce sont de forts commerçants. Il m'a dit, viens mon neveu. Alors j'ai été le voir. Il m'a dit, perds pas ton temps. Moi, je suis importateur. J'achète des Liberty Ship. J'achète des stocks de l'armée. Il y a de l'argent à prendre. Tu seras mon second. Bien mon oncle. Laisse-moi le temps de quitter la France. Bon, j'ai régularisé ma situation en France et je suis parti en Belgique en 48. Et je suis rentré en 53. Lui m'a formé au commerce et j'ai une carrière commerciale. Alors j'ai quelques questions sur le fil de tout ce qui a été dit d'ailleurs, parce que finalement, il y a une question que je vous ai déjà posée à plusieurs reprises et dont le moment constitutif ne m'est pas encore apparu. Enfin, je me suis dit que peut-être le moment où vous vous êtes dit voilà, ça existe, me fait un peu défaut. Cette question, je vais vous la formuler à nouveau. C'est dans toute cette période et jusque même dans le moment où vous vous demandez si vos parents, si vos frères et sœurs vont revenir. Dans toute cette période, quand et comment prenez-vous conscience ou avez-vous connaissance de la dimension exterminatrice de la déportation? Il y a eu un échange de déportés de camp à camp. Et à travers cet échange de déportés, il y a des camps qui pour des raisons que j'ignore, ont fréquenté des gens qui étaient au courant. Mais nous, dans notre camp, personnellement, on ne savait pas. Ça peut être qu'un apport de l'extérieur. C'est-à-dire, vous parlez d'un échange de déportés. Vous avez assisté à une discussion entre des déportés, c'est ça ou... Pour cette question-là, oui. C'est en parlant de l'un à l'autre, quand quelqu'un avait des informations, parce que lorsque moi j'allais au chantier, que je donnais les informations à l'allemand, à mon ingénieur, les premiers informés c'était mes camarades, bien entendu. Bon, ça, pour tout ce qu'il en est, nos soucis familiaux, nos espoirs, nos désespérances, nous étions devenus une famille, des enfants d'une famille de camarades. Donc ce moment, vous le datez à peu près de quand? À quel moment vous dites... Pas trop rapide, hein, parce que
cet échange, il y a une mutation qui s'est faite, surtout à partir du moment, disons, ce serait plutôt 44 que 43. Et quand vous revenez à Paris à l'hôtel Lutetia, Oui. qu'est-ce qu'on dit de ce qui s'est passé dans la déportation? Est-ce qu'on en parle? Et jusque même dans cet interrogatoire que vous subissez, puisque vous subissez finalement un interrogatoire. Ah, mais absolument. Ils nous ont dit, écoutez, c'était une terrible épreuve que nous compatissons. Bon, maintenant, il faut garder espoir. Veuillez nous excuser de vous poser des questions. Nous sommes bel et bien obligés. C'est peut-être pour vous une contrainte de vous rappeler ces souvenirs. Mais étant donné que nous avons des gens indésirables qui se sont infiltrés parmi vous, nous sommes dans l'obligation de faire des interrogatoires. Et j'ai eu la confirmation de ce qu'ils disaient était vrai, parce que lorsque je me suis trouvé au Kremlin Bicêtre, c'était tout à fait... Donc au début, ayant quitté Lutetia, on nous a ramenés donc à l'hôpital, nous sommes restés 8 jours, chacun avait son lit, et à côté de nous, il y avait un camarade, qui était plus notre camarade après, lui recevait personne, parce que là, nous pouvions recevoir des personnes qu'on connaissait, ou même des gens étrangères, des personnes que nous ne connaissions pas, qui venaient, admettons pour mon cas, j'ai des gens qui ont voulu m'adopter, voyant que j'étais tout seul, qui voulaient s'occuper de moi. J'ai même presque une déclaration d'amour, on a presque voulu me demander ma main, pour vous dire, c'était fou. Et donc, j'ai quelques personnes, de famille j'ai personne, mais dans le lot, j'ai une personne âgée, qui avait un enfant étant petit, et cet enfant est mort, et qui m'avait pris en amitié. Cette personne avait 30 ans de plus, c'était un cheminot de la SNCF, un très brave type. D'ailleurs, je suis devenu en quelque sorte, si on peut dire, son enfant adoptif, puisqu'il s'occupait de moi, il m'a donné beaucoup d'affection, que je lui ai rendu d'ailleurs. Et donc, où je veux revenir, donc plusieurs livres plus loin, il y avait un homme qui parlait pas, nous on parlait de nos souvenirs, lui il parlait jamais. Et jusqu'à un beau jour où la DSC est venue avec deux gendarmes. Et ils l'ont embarqué, et nous avons appris que c'était un tortionnaire de Lyon qui s'était infiltré parmi nous. Voilà. C'est-à-dire que les derniers temps, il était parti en Allemagne, l'Allemagne s'était mélangée là-bas, en pensant qu'il allait rentrer. Mais il avait fait une faute, il avait écrit à sa femme, et il s'était surveillé. Voilà. Pour vous dire, voilà. Et puis, la question qui suit cette question vraiment cruciale, de savoir à quel moment l'idée de la potentialité exterminatrice effective de la déportation vous est apparue, c'est à qui vous avez parlé de ce qui vous était arrivé, et à quel moment vous avez parlé de ce qui vous était arrivé. Moi, je n'ai pas... Oui, parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des gens qui se sont enfermés dans leur malheur et qui, pour rien au monde, ont voulu extérioriser les sentiments profonds qu'ils avaient. Pour ma part, je me suis dit, j'ai fait un serment à ma mère, que j'oublie pas, de témoigner, mais même si je n'avais pas fait ce serment, je suis un homme à communication. D'ailleurs, étant commercial, je suis un homme de communication. Je l'ai toujours été. Et j'ai toujours parlé, mais le temps passant, j'ai écrit mes mémoires, j'ai écrit d'ailleurs une publication en 1994, mon premier livre a été édité, et qui est intitulé « L'étrange destinée d'un homme 3 fois français qui raconte toute ma jeunesse ». Et là, j'ai de la chance d'être tombé sur un éditeur. Voyons, les éditions du Petit Pavé vont sortir pour le Salon du Livre en mars 2005. Mon nouvelle édition donc de ce livre intitulé « Un homme 3 fois français » qui sera préfacé par le président des Amitiés de la Résistance, qui m'a fait cette amitié et cet honneur. Et je suis donc devenu écrivain conférencier. Je témoigne partout où je passe, non pas avec de la hargne, comment dirais-je, de ce qui s'est passé, et il s'est passé ce qui s'est passé, c'est atroce, mais j'essaye de donner la communication dans l'espoir que les nouvelles générations comprendront mieux, au vu de ce que je peux pour ma part, et je sais heureusement que la preuve c'est qu'aujourd'hui on en fait un film dans ce but, que ça sert pour les nouvelles générations, qu'on connaisse le passé pour
en connaissant le passé, de manière que pour le présent et le futur, on puisse éviter de telles choses. Malheureusement, je dois vous dire que dans la vie, entre les espérances et les réalités, et que dans la vie, vous avez le négatif et le positif, on m'a d'ailleurs déjà posé la question, comment est-il possible que moi, j'ai pu m'en sortir et d'autres non? Bon, premièrement, il y a la chance. Quand une bombe... parce qu'on était bombardés, explosait à côté, pourquoi c'est tel camarade qui a été touché par la bombe, pas moi, bon, c'est une chose. Pourquoi un est mort et attrapé telle maladie, c'est une chose. Pourquoi un SS a voulu tuer l'un et pas moi. Mais enfin, dans la vie, de toute manière, il y a le positif et le négatif. Le négatif dans la vie n'arrivera jamais. Ce sera toujours un négatif, et le positif, il y a quand même plus de chances d'arriver en beaucoup de choses dans la vie. Pour ma part, c'est l'expérience qui fait parler. J'ai eu des ascensions, je suis descendu, je suis remonté, mais enfin, je suis toujours remonté, et puis j'espère tenir le plus longtemps possible. L'un qui vous parle à 80 ans, et je vais vous dire, je laisse pas ma place. Et j'entends encore des bêtises, je parle au point de vue politique ou n'importe quoi. Je fais sans chercher à faire de la politique, parce que j'estime que sur la planète, s'il y avait plus d'entraide, on n'aurait pas tous les malheurs que l'on a. Parce que quand on voit les sommes qui sont dépensées inutilement pour faire les armements et tout ce qu'en découle, et qu'on voit toutes les misères qu'il y a sur la Terre, oh là 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 là. Il y a tellement de choses à faire. Là, j'ai mal au cœur quand je dis ça. Mais bon, moi, j'ai été à l'extrême pointe, mais quand je vois, mettons, en 2005, ce qui vient de s'abattre comme catastrophe sur la planète, et que d'autres personnes souffrent aussi. Mais enfin, nous, c'était des années, dans les classes, c'est passager. Oui. Il y a une question au sujet de ce processus d'écriture, en fait, qui est très important dans votre vie, et du témoignage, qui est aussi une injonction maternelle extrêmement puissante dans votre itinéraire, jusqu'à ce que nous faisons aujourd'hui, finalement. C'est à quel moment vous êtes mise à écrire, et pourquoi l'écriture? Pourquoi avoir choisi l'écriture? Il m'a fallu attendre la retraite. À la retraite, j'avais plus de temps parce que pour gagner des sous, il faut travailler, il n'y a pas de miracle, ou alors il faut avoir les moyens d'avoir une position sociale très avancée, de faire travailler les autres. Moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé pour avoir mon argent, j'ai la tête plus reposée, et je me suis dit, après tout, je témoigne, mais ce que je témoigne, ça touche peu de gens, et il faut que j'ai un message à communiquer, et il fallait que je trouve la communication. Mais je dois vous dire que ça m'était très difficile, parce que malheureusement, vous savez, la déportation, ça intéresse pas tellement de gens. Admettons, là j'ai de la chance, c'est un petit éditeur qui a accepté de m'éditer, mais il va m'aider pour passer à la communication. Mais heureusement, à l'heure actuelle, quand même, j'ai plus de relations. Les grands éditeurs, ça ne s'intéresse pas. Si on parle pas de fesses, on parle pas de sexe, de choses mal décrites, de détournement d'argent, de politique, c'est pas palpitant. Oui, bon, mais enfin, là j'ai quand même remarqué que, admettons, sur un hebdomadaire que je ne veux pas nommer, on a parlé quand même d'Auschwitz, ça a été tiré à 1 million, ça quand même, ça m'a fait plaisir de voir qu'on témoigne. Et c'est le but. Alors moi, j'ai toujours témoigné de toute manière, et j'ai toujours lutté. En allant en voyage, même au Mexique, j'ai retrouvé un criminel de guerre. Oh, il n'a pas fait long feu. Je ne l'ai pas tué, hein, faut pas se méprendre sur mes paroles, mais comme j'ai senti que c'était un criminel de guerre, j'ai dit la chose suivante. J'ai entendu dire qu'il y a un commando d'Israéliens des services spéciaux qui ont débarqué parce qu'il y a des criminels de guerre qui sont cachés là. J'ai dit en français. Et je me suis rendu compte comment. D'abord, il avait une sale tête, mais enfin, on peut se tromper. Mais la manière dont il regardait mon tatouage, était au bord de la piscine. J'ai compris qu'il était. Il n'a pas reparu, hein. Alors, on va en reparler, mais je voulais revenir encore sur la séquence du témoignage. Quand avez-vous commencé à raconter? Vous dites, j'ai toujours témoigné. Est-ce que en 1945, vous avez témoigné? C'est le cas? J'ai raconté mon histoire autour de moi, mais la plupart des gens qui nous disent, oh, tu nous rases, on sait, vous avez souffert. J'ai dit selon ce que je pouvais, mais là, j'ai pris de l'extension de mes témoignages autour de moi.
J'ai donné des conférences dans des organisations. J'ai vu des fois, c'était incroyable. Entre le moment où on commençait, ça durait des heures, on ne pouvait plus se quitter. Il y avait des gens qui étaient intéressés à la chose. Et je leur disais, surtout, si vous avez une question à poser, même si au premier abord, vous n'osez pas, parce que vous pouvez penser que, à mes yeux, ça peut paraître bête, non, posez la question, il y aura toujours une réponse. Ça, c'est dès les années 40. Ah. Dans les questions qu'on m'a posées? Non, quand vous dites j'ai témoigné, j'ai fait des conférences, c'est dès les années 40 ou non, mais quand je témoigne, voilà que nous comprenions, je témoigne de ce que j'ai souffert dans les camps, mais pour témoigner de ce que les gens m'interrogent, qui j'étais, c'est comme vous il y a un instant, bon, qui j'étais en 40, mais qui j'étais avant. C'est normal, ça va. On m'a même posé la question au sujet du BPK-DOM, vous avez dû gagner beaucoup d'argent. Alors j'ai dit, mais ça a rapporté des milliards. Je me suis entendu dire, mais vous moquez de moi. J'ai dit, non, attendez, il ne faut pas vous tromper. C'était Unilever. Maintenant, c'est CADOM. Eux, ils ont gagné des sous, mes parents, ils ont reçu un diplôme, ils nous prenaient de main, merci beaucoup. Et voilà, pour vous dire. Non, mais dans les questions, je suis des fois sujet à des questions, c'est amusant. Enfin, bon, ça, c'est... Non, ce que je veux dire, c'est que bon, vous avez eu une activité de conférencier, vous avez parlé publiquement de ce qui vous est arrivé. Oui. Dans un premier temps, vous m'avez dit, vous avez surtout parlé à des proches. Alors j'imagine, ce sont des amis. C'est des amis partout où je rencontrais, parce que je fais partie quand même de l'association. D'accord, on va y venir, ça aussi. À quel moment le témoignage devient public? À quel moment vous allez faire des conférences publiques ou dans des écoles ou... Ça, c'est plutôt récent, hein, plutôt 1990. C'est les années 90. Plutôt, voilà, là, c'est devenu en grand. Et vous m'aviez dit, l'écriture, c'est la retraite. Alors, la retraite, pour vous, c'était à quel âge? Ah ben, moi, j'avais 54 ans. 54 ans. Ouais. Donc aujourd'hui, vous avez 80 ans. Ouais. C'était il y a environ 26 ans. 25-26 ans. Oui. Et vous êtes mis à écrire tout de suite, dès l'âge de 54 ans. Bah, c'est-à-dire, non, je faisais des... Quand j'avais une idée, je la couchais je couchais un papier, ça allait dans un coin. Et puis à un moment donné, je dis bon ben maintenant il va falloir rassembler le tout. Et puis bon, j'ai commencé à écrire et réécrire parce que d'abord j'ai tellement de souvenirs. Et puis je vais quand même pas raconter des choses qui sont inutiles. Je vais pas raconter j'étais petit, je suçais le biberon, des bêtises. Faut dans la crème, dans le concentré. Donc il y a une certaine manière de s'exprimer. J'ai recommencé pas mal de fois. Et même là, la première édition que j'ai eue de mon livre, comme je vous disais, Un homme 3 fois français. Bon, il a été édité. L'éditeur lui-même est parti en faillite parce que c'était un éditeur à compte d'auteur. Hein. Lui a accepté. Et puis, en définitive, j'ai hérité de mes livres. C'est moi qui les ai vendus, d'ailleurs. Mais j'ai remanié mon livre en me rendant compte qu'il y avait des choses qu'il fallait que je rajoute, et puis d'autres que dans compte. Non, maintenant, c'est au point. D'ailleurs, si le président des Amis de la Résistance a daigné me faire une préface, c'est que, vraiment, c'est un monsieur... Oui. Le livre, quand on y pense, ce que vous écriviez, est-ce que ça pouvait être une façon de dire ce que vous aviez du mal à exprimer par la parole? Est-ce que c'était ça? Non. Non, j'ai toujours su m'exprimer. Non, j'ai toujours su m'exprimer. Même en camp de concentration, je dois vous dire, pour vous donner une idée, il faut pas perdre la tête parce que c'est dangereux. En camp de concentration, perdre la tête, ça c'est un paradoxe. Mais où je vais en venir, admettons, un jour, j'avais vendu mes cigarettes, on m'a donné quelques marques. Avec ces marques, je devais donc acheter un bout de pain. Mais j'avais oublié, et j'avais dans une petite poche que je m'étais fabriquée là, j'avais des marques là dans ma poche. Alors quand je travaillais donc au chantier, c'était avec cet ingénieur-là. Mais il y a des moments donnés, on a besoin d'aller aux toilettes. Mais les toilettes, on ne pouvait pas aller aux toilettes des Allemands. Nous allions à une toilette, c'était les toilettes que pour les déportés. Alors une toilette, c'était donc une grande planche avec 5 trous, et puis on faisait ce qu'on avait à faire à cet endroit-là. Et le SS qui nous gardait, ce SS, me dit... Viens là. Alors, quand un SS s'adressait à nous, il fallait mettre au garde à vous, enlever son chapeau, dire son numéro et rester aux ordres. Il dit, qu'est-ce que t'as là? J'ai regardé, j'avais oublié, mais ça, moi j'avais, mais je suis resté impassible. J'ai dit, ah bah oui, justement, je vous cherchais. Alors, j'ai mis mon doigt dans la petite poche et heureusement, j'ai réussi à extraire un marque. Il restait dans le bout. Je vous cherchais parce qu'en toilette, en venant des toilettes, j'ai trouvé ça par terre. Je voulais vous le remettre, je ne pouvais pas laisser de l'argent par terre. Mais je te crois pas. Allez, viens. Alors, je suis parti aux toilettes. Et c'est où?
Ah mais c'est là que je l'ai trouvé. Il me donnait une paire de claques. Il dit, t'as de la chance, je ne veux pas savoir la vérité. Allez, sur toi, je ne veux plus te voir. Ben, là, si j'avais perdu la face, eh ben, soir, j'étais pendu. C'est un exemple. Voilà. Bon, il y a un autre aspect aussi dans le retour. C'est la maison ou l'appartement de Nogent, Oui. où votre famille vivait avant la déportation. C'était donc un logement locatif. Est-ce que vous y êtes retourné? Oui, absolument. J'y suis retourné premièrement en me disant peut-être qu'il y a un membre de ma famille ou les membres de famille, ils sont venus pour laisser trace de leur passage. J'ai appris que premièrement, personne n'est revenu et que l'appartement que nous occupions a été pillé par les autorités allemandes parce que les Allemands pillaient très facilement le bien des Juifs, c'était tellement facile. C'est nous qui avions tous les torts et en plus ils nous dépouillaient, ils nous enlevaient la vie et ils nous dépouillaient. Alors j'ai voulu quand même visiter l'appartement, je vais vous expliquer pourquoi, parce que la mairie de Nogent-sur-Marne, étant donné que l'appartement était vide et puis que lui, le propriétaire, voulait récupérer parce qu'il n'avait pas de loyer. Hein. Bon, alors la mairie de Nogent a mis 2 sœurs. Et ces sœurs-là étaient locataires et j'ai demandé à visiter l'appartement parce que, un peu avant d'être déporté, j'avais conseillé à mes parents de mettre nos modestes bijoux dans une cassette et les cacher parce qu'on ne sait pas. Oui, j'ai un caractère. Alors j'avais moi-même, mes parents m'ont donné une petite cassette en bois, on a mis nos quelques affaires de famille, bijoux, et j'avais descellé la cheminée. En dessous, il y avait des tomates en terre cuite, maintenu par un petit peu de plâtre, j'avais descellé, j'avais mis dans le tour de la cheminée. Et donc, en revenant, étant donné qu'il n'y avait plus personne, j'étais pour récupérer. Et en rentrant dans l'appartement, d'abord, quand j'ai tapé qui est là, j'ai dit que j'étais l'ex-locataire. Que voulez-vous? J'ai dit, écoutez, voilà, personne de ma famille est revenu. Je voudrais récupérer des bijoux qui ont été cachés par mes parents. Dites-nous où ça se trouve et on vous les enverra. J'ai dit, écoutez, madame, je suis déporté, c'est une chose, mais c'est pas pour autant que je suis une bille. Hein. Alors, si vous voulez pas m'ouvrir la porte, c'est votre droit, madame, je vais aller au commissariat. Je vais revenir avec le commissaire et puis 2 agents, vous serez bien obligé d'ouvrir. Bon, dans ces conditions-là, on va vous ouvrir. Alors écoutez, là, il m'est arrivé une chose qui était extraordinaire. Quand je suis rentré, il y avait un long couloir qui menait à la salle à manger. Bon, évidemment, je n'ai pas reconnu, il y a eu les peintures, les papiers, tout ça. Quand je suis arrivé à la salle à manger, je n'ai plus entendu ces femmes qui radotaient. « Ah ah, il est revenu, il a eu de la chance, ceci, cela. » Il y a eu un vide qui s'est fait et j'ai vu les membres de ma famille qui étaient devant moi. Je suis un visionnaire, si l'on veut. Ils étaient en filigrane. En filigrane, vous savez, comme il y en a en Indonésie, on voit les... Bon, alors c'était ça. J'ai ma famille qui était en filigrane. Ma mère m'a regardé. Écoute, je parle au nom de la famille. Fils, toi, tu savais pas, mais c'est ici que tu avais rendez-vous avec nous. Eh bien, écoute, conduis-toi en homme, témoigne, et il viendra un temps, tu viendras nous rejoindre. Et là-dessus, ils sont partis comme ils sont apparus à mes yeux, et j'ai entendu les pipelettes. Bon, alors nous sommes arrivés. Alors j'ai regardé en passant, mon diplôme de BKM était parti avec le reste. Hein. En passant, bon, je suis arrivé à la chambre à coucher, j'ai descellé donc le dessus de la cheminée, j'ai enlevé la tomate, j'ai donné quelques sous parce que moi j'avais pas de plâtre pour plâtrer un peu, et j'ai entendu les 2 sœurs qui disaient ah c'est juif, ils étaient malins quand même. J'ai dit vous n'avez pas honte quand même? Non. Et je suis parti en colère. Donc vous avez récupéré les bijoux? Oui, quelques bijoux, c'était pas grand chose. C'est tout ce qui me reste de ma famille. Mais le contrat de location, il avait été rompu officiellement? Jamais. Il n'avait jamais été officiellement rompu. Non. Donc finalement, vous entriez dans un logement dont vous aviez été extrait par la force, oui. Et vous y trouviez des gens qui étaient là. Oui, qui avaient été logés par la ville. Qui avaient été logés par la ville. Oui. Est-ce que l'idée vous a traversé de demander des comptes? Oui. Oui, je me suis adressé à la mairie. Je me suis mis en relation, d'ailleurs, avec une association, je ne sais plus laquelle que c'est. Et il y a eu un jugement. Et le juge a dit, écoutez, monsieur Boisjean, malheureusement, vous êtes seul.
rescapé d'une famille de 4 personnes. C'est un grand appartement, de toute manière, elles sont 2. Vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas récupérer cet appartement-là. Et par contre, vous n'avez qu'à vous inscrire. Non, mais ça, c'est le juge qui parle. Vous n'avez qu'à vous inscrire en tant que prioritaire à la mairie qui vous donneront un logement adéquat à vous. Alors, en sortant, l'avocate m'a dit, Monsieur Aubrejant, qu'est-ce que vous voulez, c'est de la famille au maire. Bon. Alors, Monsieur Aubrejant, je vous conseille de vous inscrire. Alors, je me suis inscrit, j'attends encore. Vous attendez encore, aujourd'hui en 2005. Oui. J'ai fait ma vie sans eux. Ça soulève aussi une question. Alors, enfin, ça soulève 2 questions, mais on va aborder la première. Vous avez mentionné une association. Oui. De quelle association s'agit-il? Quel type d'association? C'est associatif juif. Je ne sais plus si c'est le Fonds juif unifié ou quelque chose comme ça. De mémoire, je ne me souviens pas, mais ça doit être vraisemblablement cela. Parce que là, ça se passe en quelle année précisément? Vous savez à peu près Ça se passe ça devait se passer en 46, je crois, 45-46, je ne sais pas. Et vous mentionnez à un autre moment dans notre échange l'aspect associatif, l'implication que vous allez avoir dans les différents mouvements ou dans un mouvement. C'est vous qui allez me le dire. Oui. Donc, à quel moment vous faites cette démarche? Pourquoi vous faites cette démarche et auprès de qui? Oui. Alors, au point de vue associatif, de toute manière, pour me défendre, moi, au point de vue droit, parce qu'il y avait quand même des choses litigieuses à régler, spoliation, tout ce qu'en découle. Le fonds juif unifié, je ne sais plus, enfin un nom comme ça, comme je viens de vous dire. Je m'excuse surpris de cette association-là. Ça n'enlève rien à sa valeur et à ma reconnaissance. Je me suis dit, en dehors de ça c'est pour défendre mes droits simplement bassement matériels, mais sentimentalement, je me suis inscrit immédiatement. Nous avons fondé, nous les rescapés, une amicale qui s'appelait l'amicale des déportés de Bléchaméa. Puis après, nous avons formé une autre amicale, l'amicale d'Auschwitz. Bon, alors je m'y suis inscrit et on s'est retrouvés, nous formions une famille. Dès le début, dès que ça s'est... Vous avez été un des fondateurs de ces organismes. Oui, bien entendu. D'ailleurs, quand j'ai démissionné pour des raisons qui m'étaient propres en 80, j'étais le vice-président, mais de l'amicale de Bléchaméa à Auschwitz, j'avais pas le temps de m'en occuper. J'avais quand même des occupations, je peux pas tout faire. Mais j'ai fait partie d'autres associations. Par exemple, à l'heure actuelle, j'appartiens aux écrivains combattants. J'appartiens à différentes les amitiés de la résistance, j'appartiens à beaucoup d'associations, puis littéraires aussi, ainsi de suite. Je suis un homme, j'ai beau avoir 80 ans, comme dit ma femme, si j'avais pas le caractère que j'ai, peut-être que tu m'aurais pas épousé. Enfin, ça c'est autre chose. Mais là, pourquoi ça s'est imposé à vous? Pourquoi vous avez voulu vous engager sur le plan associatif? Vous mentionnez l'aspect matériel et sentimental. Ah oui, le matériel, ça c'était une chose, mais c'était pas pour le matériel. Je me suis engagé, c'était donc pour d'abord retrouver les camarades que j'avais dans un but, et puis deuxièmement, de communiquer avec l'extérieur à travers nos associations. Et qu'est-ce que vous pensiez à cette époque, dans les années 40, 50, du regard que la société française, et plus généralement que le monde, portait sur le système concentrationnaire et sur la déportation, sur ce qui vous était arrivé? Écoutez, de toute manière, entre 40 et 50, de toute manière, en France, ça dépendait des pays. En France, l'arrestation, les déportations, ça s'est fait, il y a eu la déclaration déjà qui nous a ouvert les yeux. Après, le port de l'étoile, toutes les restrictions qu'il y avait en général pour tous les Français de la France occupée, et en particulier
En dehors de ça, pour nous, à cause de notre spécificité, toutes les restrictions, aussi bien d'être dans le métro, dans le dernier wagon, pas aller au cinéma, on n'avait pas la tête à ça. Les réunions, on n'en parlait pas. Au point de vue travail, et dans les écoles, c'était très restreint. On n'avait que des privations, donc on était obligé de se rendre compte que ça n'allait pas, on ne pouvait pas penser du bien. On était obligé de se dire, attention, ça ne va pas. Seulement, il se passe une chose, et c'est ça que moi, je m'insurge. Bien souvent, j'entends dire, ah oui, mais vous, les Juifs, vous êtes laissés prendre, vous n'avez pas résisté, ceci, cela. Mais c'est faux. Beaucoup de personnes auraient voulu résister, mais de toute manière, la plupart des gens n'avaient pas beaucoup d'argent. Ceux qui avaient de l'argent et qui avaient décidé de partir se sont expatriés, ils sont partis aux États-Unis ou je ne sais pas, où se sont cachés. Mais de toute manière, quand vous êtes réduit, vous avez presque rien. Hein, on sait qu'il va vous arriver des malheurs, vous cherchez à les éviter, mais pour les éviter, c'est selon les possibilités. Je crois que j'ai tout dit là. Oui, ma question en fait, elle concerne la manière dont l'environnement dans lequel vous vous trouvez en France perçoit ce qui vous est arrivé. Est-ce que vous avez l'impression, en gros, pour résumer tout ça, d'être compris, d'être entendu, ou qu'il y a une oreille pour vous écouter? Pendant la guerre. Non, après la guerre. Après la guerre. Bah, écoutez, tout à fait après la guerre, bon, il y a eu, oui, d'accord, la première année, il y a eu, bon, le sentiment, on l'a vu, on était en mauvaise santé, on nous a plaint, et puis après, dire, oh, toujours on entend que ça, moins. Beaucoup moins. Est-ce que vous avez revu, par exemple, des gens de votre quartier? Vous mentionnez un épisode qui est important quand même, c'est qu'au moment de votre arrestation, il y a des riverains, on va dire, ou des voisins, je ne sais pas, qui sont au courant et qui sont présents. Et qui se sont manifestés au risque d'être arrêtés. Voilà. Est-ce que quand vous revenez, vous revoyez ou vous cherchez à revoir des gens? Absolument, pour les remercier. Absolument, c'était mon devoir. Qu'est-ce qui se passe dans cet échange avec eux après? Il y a eu des pleurs, d'un côté comme de l'autre. Puis après la séparation, j'ai fait ma vie. Et puis eux, il y en a qui sont morts entre-temps. Écoutez, pour vous dire, étant Lyon Club International, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est simplement, on s'occupe, on fait les bonnes œuvres. Bon, on fait rentrer de l'argent pour donner à ceux qui en ont besoin. Et nous faisons le Téléthon, par exemple. Et au Téléthon, un jour, je répondais au téléphone, bénévolement. Alors vous faites une promesse de don, quel domicile? 61 boulevard de Strasbourg de Jean-sur-Marne. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez? Il m'a donné son nom. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je m'appelle Maurice Opoijan. Te voilà, mon petit. Oh. Alors, conclusion, on avait complètement oublié le Téléthon. Bon, j'ai pris un rendez-vous, j'étais là voir, mais pour vous dire, vous savez, la vie, c'est extraordinaire. Et est-ce que ces gens vous ont tendu la main, finalement? Est-ce qu'ils vous ont aidé? Oui. Enfin, aidé, non. Non, attendez. Alors que nous comprenions. Tendu la main, bien sûr. Mais enfin, pour m'aider, moi, je suis parti d'un principe. Pendant la guerre, j'ai vu tellement de morts. À un moment donné, je me suis dit, tu as été élevé dans l'esprit de la religion. On t'a appris que Dieu a créé la terre et on nous a appris toujours le bien. Bon. Mais alors, comment est-il possible, Dieu, que tu puisses pas faire quelque chose, toi qui es si puissant, pour empêcher de faire ce qui se passe? Nous sommes, nous, le peuple élu, et nous avons qu'il y a toujours les problèmes, les programmes, on voit Caïn et Abel, on voit, on était prisonniers des Égyptiens, il y a les programmes en Europe. Maintenant, je suis en camp de concentration, je parle pas en mon nom, mais je parle de l'univers que je découvre. Tu peux pas faire quelque chose. Alors, sa non-réponse m'a fait comprendre que j'avais intérêt à prendre mon destin en main, ce qui fait que n'attendant rien des autres, je me suis bien impliqué dans la vie et donc j'ai pu réussir, j'ai fait une carrière intéressante qui m'a permis de pouvoir m'arrêter à 54 ans. Voilà. Alors, une autre question, je vous avais annoncé 2 questions tout à l'heure. L'autre question, c'est... elle est liée peut-être au moment de l'appartement. Vous avez prononcé le mot spoliation, hein, c'est ça, puisque vous êtes extrait là de force, vous revenez, vos biens ne sont plus là, il y a d'autres occupants dans l'appartement, et en gros vous êtes à la porte de votre propre domicile, si on peut résumer les choses de cette manière-là. Est-ce que, par rapport à ça, mais aussi par rapport à ce que vous aviez vécu, les travaux forcés et la souffrance avant et la déportation proprement dite, est-ce que vous avez envisagé de demander une
indemnisation, si c'est possible, ou une forme de réparation. Est-ce que cette réflexion vous est venue? Est-ce que le débat vous est apparu? Est-ce que vous êtes intervenu sur ce sujet? Alors attendez, il va que nous comprenions bien. Quand je suis rentré, j'ai eu de la chance d'avoir une chambre de service. Alors, en rentrant, on m'a donné un tout petit pécule. Le pécule des déportés, c'était 3 fois rien, c'était très vite dépensé. J'ai eu la chance donc d'avoir sa chambre. Je sortais donc de 6 mois de convalescence forcée, bien entendu. Il fallait que j'ai commencé à travailler, mais il fallait que je m'organise de manière à ce que, ayant le toit, que je puisse dormir à l'endroit pour pouvoir commencer à travailler. Parce que je m'étais débrouillé pour commencer à travailler à telle date. Bon, alors je savais qu'il y avait des organismes de la ville de Paris qui, au vu de ce que je peux présenter comme preuve, comme demandant, ils aidaient. Alors pour ma part, étant seul et pour une chambre de service, on m'a donné un petit lit de camp, une paillasse, un petit traversin, une vieille chaise, et puis un petit bac en zinc. Et bon, ça m'a aidé à meubler cette petite chambre. Entre-temps, j'ai entendu dire que les derniers temps, les Allemands n'avaient pas eu le temps d'évacuer les biens qu'ils avaient volés aux Juifs. Alors il y avait des endroits où étaient entreposés donc des meubles. Bien entendu, j'aurais pu dire ça c'était mes parents, ça c'était mes parents, ça c'était mes parents. J'aurais eu de très beaux meubles parce que dans l'eau quand même il y avait des très belles choses. C'était pas à moi. J'ai dit non. Bon, alors pour vous dire, si j'avais pas, je suis un homme très droit, si j'avais pas mon optique, j'aurais pu peut-être profiter des choses. Ça, c'est simplement la chambre de service. Maintenant, quant à la question de demander des indemnités, non, ça ne me venait pas l'idée, mais à partir du moment donné, j'ai entendu dire que justement, il y avait des associations qui s'étaient occupées de ça pour toucher des indemnités des autorités allemandes, donc je crois que c'est bon, j'ai finifié. J'ai plongé dans la chose, et puis ce qu'ils donnent, j'ai demandé et j'ai obtenu, oui. Mais je ne suis pas venu en tant que mendiant, en gardant ma dignité. Alors si on parle aussi elle touche en fait aux grandes dates de l'approche historique du phénomène de la déportation depuis 1945. Alors je vais m'expliquer un peu à quoi je pense quand je mentionne ça. Il y a eu de grands procès, par exemple. Il y a eu les procès de Nuremberg, il y a eu Eichmann à Jérusalem, jusqu'à Papon, Touvier, et les procès qui ont eu lieu en France, donc. Il y a quelques procédures d'ailleurs qui sont encore en cours. Et il y en a encore. Voilà. De même, il y a eu dans la sphère, dans le domaine audiovisuel, il y a eu des documentaires, il y a eu des films de fiction aussi qui ont été faits, vous avez peut-être en tête. Et puis il y a eu des débats, des controverses, des moments difficiles aussi sur la scène publique avec des diffamations, etc., sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui vous a marqué du plus loin que vous vous souveniez, à quel moment dans cette scène publique, des moments où on a parlé de la Shoah, à quel moment vous vous êtes senti concerné? À quel moment vous vous êtes dit là, je suis concerné, je suis visé peut-être, et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Vous me parlez d'une généralité qui n'est pas du tout étroite. À partir du moment donné où on attaque la déportation, quels que soient les procès, ça me touche. Et je n'ai jamais attendu un procès pour faire ce que j'ai à faire dans la vie. J'étais espion, je vous l'ai dit. Bon, je vous dis rien de plus. Je suis pour la justice. Et vous auriez pu, je vous remercie aussi, vous auriez pu me parler aussi, mettons, l'histoire d'Israël, l'État juif et tout ce qu'il en est, de la politique et tout ce qu'en découle. Moi, je suis juif, français, et de toute manière, à partir du moment donné où on touche au racisme, de quelque pays que ce soit, ça me touche
par ricochet, c'est obligé. Alors, et les procès, je trouve, premièrement, on n'a pas été assez rigoureux avec les criminels de guerre nazis. On en a trop laissé échapper. Deuxièmement, il y a eu des procès, il y en aura d'autres. On ne peut pas empêcher les gens de mal penser. Parce que ce n'est pas parce que, comment dirais-je, chaque personne voit la vie à travers ses sentiments. Alors, on ne peut pas empêcher, aussi horrible que je vous dise, des criminels de continuer à tuer, le voleur à voler, et ainsi de suite. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est chercher à donner une éducation pour éviter à ce qu'ils en viennent à ce point. Alors, je ne peux pas vous dire à partir de quand, moi c'est à partir de toujours. De toute manière, étant petit déjà, je me suis battu, toi le juif, blanc, j'avais 15 ans. Ça a toujours été. Je me suis toujours battu parce que je suis juif. Et de toute manière, juif, pas juif, j'ai horreur de l'injustice. Alors, je peux avoir un camarade qui est musulman, un autre qui sera noir ou tout ce qui en découle. Un être humain, c'est un être humain, et tout ce qui ne va pas, ça me touche. Voilà, en 2 mots. Est-ce que est-ce qu'il vous est arrivé d'être partie civile dans des procès touchant à... Ah non, je n'ai jamais été une partie prenante. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas assez haut placé pour qu'on m'en pose la question. Et on m'aurait posé la question, j'aurais dit oui. Parce que vous avez des personnes qui sont toujours en avant, je ne veux pas les citer, elles sont toujours devant. Il n'y a que... Bon, ils sont connus, on interroge, c'est eux. Bon. Si on interroge un petit comme moi, si on me demande, je parlerai. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui avec vous. Alors tout à l'heure, vous m'avez mentionné, et je voudrais qu'on y revienne un peu plus précisément, un voyage que vous aviez fait en Amérique du Sud, et où quelqu'un a vu que vous aviez le numéro sur le bras, et vous disiez c'était un criminel de guerre. Comment vous l'avez su ? Ben, je l'ai senti à travers, de toute manière, à partir du moment donné, je pense que ça s'applique à la plupart des êtres humains. Lorsqu'on est regardé de dos, le regard, lorsqu'il arrive à la nuque, implique une réaction du corps de la personne qui reçoit. Je ne sais pas si ça s'applique à vous, mais enfin, j'ai parlé à nombreuses personnes et qui m'ont dit effectivement c'est comme ça. J'ai senti un regard, je me suis retourné et j'ai vu un homme qui regardait avec, comment dirais-je, avec horreur, avec une telle concentration, mon numéro, et d'après la tête qu'il avait, j'ai compris qui il était. C'était inscrit dans lui. Pour moi, c'était marqué ce qu'il était. Et ayant compris, j'ai dit, il y a des services spéciaux israéliens qui viennent de débarquer pour s'occuper de criminels de guerre nazis. À partir du moment donné où il a entendu ça, il s'est levé avec vivacité, il a tout laissé sur la table, il n'a pas réapparu, et ensuite je suis allé à la direction pour demander qui était ce monsieur qui était un Allemand, certainement sous un faux nom. J'ai bien compris que c'était un criminel de guerre nazi. Vous êtes adressé à lui alors ? Non, je n'ai pas parlé. Vous ne lui avez pas parlé ? Non, mais en passant, j'ai dit à mon épouse fortement, de manière à ce qu'il entende. Je suis passé auprès de lui comme nous sommes installés l'un face de l'autre. Voilà. Oh, puis j'ai fait d'autres choses, je ne peux pas vous dire. Bon, là, c'est vrai, on touche à la fin de notre conversation, mais est-ce que, vous êtes marié, est-ce que vous avez eu des enfants ? 2 enfants, un garçon et une fille. Est-ce que vous leur avez parlé de ce qui vous était arrivé ? Absolument, oui. À quel moment ? Oh, je leur ai toujours dit. Je leur ai toujours expliqué. Il n'y a aucune raison que j'attende dès le départ, dès qu'ils ont vu un trait d'intelligence et l'occasion s'est présentée, je leur ai expliqué quelle était ma religion, ils sont issus d'une religion et qui fait que, et pourquoi, et ceci et cela, et c'est normal. Et puis, étant petit, quand je prenais un bain, je vous prie de m'excuser de la comparaison, j'avais mon fils et ma fille dans la même baignoire, donc ils savaient ce que c'est qu'un petit garçon, une petite fille. Les gens, faut savoir comment Moi, c'est mon point de vue. Oui. Et est-ce que, quand vous leur avez parlé, est-ce que c'était eux qui avaient posé des questions ou est-ce que c'est votre initiative ?
ça, je sais pas. Bon, en principe, je crois que ce serait plutôt moi qui serais venu sur le sujet, logiquement. Mais c'est tellement vieux. Mon fils a 48 ans, ma fille en a 45. Non, je pense que c'est venu au fil d'occasions qui se sont présentées. Hein. Donc, l'une des dernières questions, Oui, c'est dans tout ce que nous venons de faire aujourd'hui, là, ce 15 janvier 2005, ayant déroulé finalement toute votre vie et une partie de la vie des membres de votre famille et de vos proches, est-ce qu'il y a des choses dans le témoignage qui demeurent encore indicibles? Est-ce qu'il y a des choses qui demeurent lacunaires? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez ou que vous ne voulez pas dire? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce que je ne peux pas dire, je ne pourrais pas le dire plus maintenant, je ne le dirai pas plus tard. Mais ce que je veux dire, ce que je ne peux pas... De toute manière, monsieur, je vais vous dire une chose. Lorsque j'ai l'occasion de parler de la déportation, de l'arrivée du nazisme, tout ce qu'il en est, ou même encore... ça puisse s'adresser à d'autres pays totalitaires où les gens sont malheureux. Il ne faut pas appliquer ça qu'à la déportation. On peut appliquer ça à la souffrance humaine, la déportation, parce que des Noirs aussi ont été déportés, et ainsi de suite. Bon, c'est une autre histoire. Bon. Mais je me suis toujours manifesté, et bon, à travers mon expérience, bon, je ressens, justement parce que j'ai beaucoup souffert, je comprends mieux la souffrance d'autrui et je fais tout ce que je peux lorsque j'entends des injustices pour chercher, selon mes faibles possibilités, de rétablir les gens dans la vérité, parce qu'il y a des gens encore qui disent qu'ils parlent pas bien, mais qui ont été faussés dans ce qu'on leur a dit. Donc ils ont écouté, ils ne savent pas que c'est pas bien. Alors donc c'est moi qui suis responsable pour leur faire comprendre que la vérité, elle est là. Et ayant compris, parce qu'il y en a qui réussissent à comprendre, on peut arriver à ce que ces gens ont un jugement qui feront que dans la vie, ils se conduiront au prorata de ce qu'ils ont appris de bon dans la vie. Parce que je ne veux pas donner de nom, mais enfin, il y a encore quelqu'un qui a dit que les bruits pour crématoire et tout ce qu'il en est, vous savez, c'est une aberration. Mais comme ce monsieur aime bien les Allemands, et surtout les anciens Allemands, les hitlériens, bon, ben, on peut le comprendre, mais on ne l'approuve pas du tout. Bon, ben, c'est un hitlérien français, hein, je ne dis rien de plus. Est-ce que vous avez pensé, après la guerre, c'est forcément après la guerre, puisque ce pays existe... et ça a déclaré son indépendance après la guerre, mais est-ce que vous avez pensé à aller vivre en Israël? Oui, en 48. En 48? Mes camarades, j'étais à ce moment-là, j'étais en Belgique, et puis mes camarades, ils sont partis, ils sont revenus d'ailleurs. Il y en a même qui ont fait plusieurs guerres. Et bon, bah ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, je vais vous dire pourquoi. Parce que à ce moment-là, j'étais pas en bonne santé. Ça, bah, vous savez, après tout ce qu'on a subi, bien souvent, j'ai des moments où ça va pas dans mon moi. Je parle physiquement, pas moralement. Le moral est toujours bon. Et c'est pour ça que je suis pas parti. Puis après, bon, je me dis, écoute, t'es pas parti avec les copains maintenant que la guerre tu l'as faite. Ils sont suffisamment pour se défendre. Par contre, j'ai aidé d'une autre manière. Et je suis allé en Israël, et avec mon drapeau de l'amicale, et je me suis évanoui au Yad Vashem, et j'ai donné de l'argent pour qu'il y ait des arbres dans la forêt, au nom de la famille, et ainsi de suite. Et je suis toujours juif. Non pratiquant, mais je suis juif. Et je mourrai juif. Qu'est-ce que ça veut dire être juif pour vous? Être juif, ça veut dire que je fais partie d'une longue tradition de gens qui ont eu un privilège d'être le peuple élu de Dieu, comme je vous le disais, et qui en retour ont eu beaucoup de problèmes qui, bien souvent, je crois, doivent provenir plus d'une jalousie que d'autre chose, parce que c'est quand même pas de notre faute. Si nous réussissons dans la vie, parce que nous sommes travailleurs et nous savons comment faire dans la vie pour réussir, et que bien souvent des gens
ne réussissant pas, sont jaloux de ceux qui réussissent. Alors comment, déjà au démarrage, sans parler question de religion, mais on a appris, admettons, que c'était les Juifs qui étaient déicides, et tout ce qui a pu découler, ce n'est qu'un tout petit exemple de rien du tout. Bon, heureusement, nous avons un pape qui a rétabli l'équilibre, mais de toute manière, l'Ancien Testament, on le connaît, on sait bien, c'est la même, et même l'islamisme. C'est la même chose à l'origine. Alors tout dépend des bifurcations qui ont été données au sens qu'on a bien voulu donner donc aux gens, mais c'est toujours la même chose, monsieur. Vous avez des gens qui vont gober n'importe quoi, on va leur dire n'importe quoi, ils ont entendu, c'est ça. Mais non, la vérité dans la vie, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Voilà, si on réussit à cela, eh ben je crois que on devient un bon citoyen et un bon frère universel. Moi, je crois que c'est ça, dans le fond. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, pardon, qui a même, de vous le confirmer, hein, faut chercher à comprendre l'autre. Et non pas aller sur des idées faussées. On a dit, c'est pas parce qu'on a dit, non, erreur. Comment qu'il est venu au pouvoir, Hitler? Je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Merci.